Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec Bonjour. Auteur de l'horloge du diable. Nous sommes également avec Julien Poire, Salut. Animateur du podcast d'Altaride, et Jérôme S de Poitiers, animateur du podcast des rôlistes dans la cave. Que d'animateurs de podcast, que de grands noms aujourd'hui pour parler d'un super sujet de ouf, un sujet théorique. On va parler de gestes rôlistes et de compensation. On va voir ce que ça veut dire. Ce sont les deux concepts poirdiens qui ont retenu mon attention fabuleuse au cours de ces derniers... Poirdien ou poirier? Non, poirdien. D'accord. C'est avec un D, Julien. Ah. Tu vois, c'est voilà. Donc, ce sont les Nous deux saurons concepts. tout. Ce sont les deux concepts vraiment qui ont attiré mon attention et dont je parle dans des podcasts soit à venir, soit précédents. Ça dépend de la façon dont ces podcasts seront diffusés. Mais en tout cas, voilà, dont je parle assez régulièrement. Et d'ailleurs, j'avais commis une première erreur. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais que le geste rôliste, ce soit la geste rôliste. Et tu me dis, ah non, c'est forcément le geste rôliste. Alors, c'est quoi le geste rôliste, Julien ? Alors, le geste rôliste, c'est un vocable que j'ai choisi d'utiliser parce que je m'interrogeais sur la pratique du jeu de rôle. Pour remettre un peu les choses dans l'ordre, moi, j'ai une pratique d'enseignement dans mon métier de tous les jours, une pratique d'enseignement, pratique justement. Ouais. J'enseigne à des techniciens, je forme des techniciens. D'accord. Et en formant des techniciens, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre d'éléments pratiques, de compétences techniques qui prennent la forme qu'on peut appeler des gestes, en fait. Ouais. Le geste de l'artisan, le geste des personnes qui font des arts martiaux, etc. Il y a d'ailleurs énormément de choses intéressantes sur le sujet. Et ce geste, pour les rôlistes, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends des pratiques qui sont entrées dans l'habitude des gens, qui sont devenues des compétences, et surtout qui ne sont pas des procédures à suivre, mais plutôt l'application même de ces procédures en les adaptant à la situation qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc c'est ça. C'est une espèce d'entité pratique qu'on pourrait aussi appeler une pratique, qu'on pourrait appeler une compétence, qu'on pourrait appeler une routine, quand on parle de MJ, etc. Mais qui est un peu protéiforme parce que je trouve relativement important de pouvoir l'adapter à ce que tu fais. Exemple... Ouais, je donne un exemple. Ouais, moi, j'ai souvent des exemples qui viennent d'autres domaines. D'accord. Alors, un premier exemple, peut-être en pâtisserie. Parce que moi, je fais beaucoup de pâtisserie aussi. Donc, quand tu veux faire certaines pâtisseries, comme par exemple des macarons, il est important de connaître un peu l'humidité de ta pièce, il est important de connaître l'état des ingrédients que tu vas prendre et d'adapter la façon dont tu appliques la recette qui, elle, est fixe à ce que tu es en train de faire. D'accord ? Ouais. Ou pour être beaucoup plus simple et plus généraliste, quand tu vas faire cuire un gâteau dans un four, il faut connaître ton four. D'accord ? Pour pouvoir adapter la recette à ton four. En jeu de rôle, la façon dont je le vois, c'est un peu la même chose. Des gestes tels que on les a définis. J'avais été aidé pour donner une liste d'exemples par Julien Delorme. On va avoir par exemple décrire un personnage. On va avoir présenter son personnage sous un... Comment dire ? Sous un angle très positif, faire briller son personnage, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu vois, c'est des espèces de petites entités de choses que tu apprends à faire et que tu vas ensuite appliquer dans la partie. Alors, j'insiste sur un truc, ce sont des réflexions que j'ai, c'est pas une espèce de vérité que j'essaye de poser, c'est vraiment, je m'interroge sur qu'est-ce que ça donne de réfléchir au jeu de rôle de cette manière-là, qu'est-ce que ça m'apporte et comment je peux étudier après la façon dont ces pratiques maîtrisées peuvent s'étendre ensuite, se transmettre notamment et permettre de comprendre un certain nombre de choses dans les parties de jeu de rôle. Voilà. Et éventuellement même devenir des systèmes de jeu. Et évidemment, éventuellement devenir des systèmes de jeu parce qu'on a une interaction entre les deux. Lorsqu'on mettre son geste rôliste sur le papier, c'est écrire les règles d'un jeu, presque. Alors, c'est pas si simple que ça, mais c'est décrire comment on joue à son jeu, pour être très précis. Ouais, voilà. Ça me va bien. Ouais. Ça me va très bien. Mathieu, tu avais des premières réactions ? Je t'ai vu te saisir de ton micro, non ? Oui, non, c'était pour aller effectivement dans le sens que tu disais, c'est-à-dire moi aussi de base en fait j'avais compris la geste au sens plus poétique en fait on va dire du terme, mais oui ça, dans ce cas-là effectivement ça éclaire bien. Ça éclaire bien sur l'aspect vraiment pratique et terre à terre de ce que tu as envie, quoi. Voilà. Un nouvel exemple me revient qui, à mon avis, va être relativement clair de ce point de vue-là. C'est, on peut considérer par exemple le fait d'établir un contrat social
à ta table de jeu avant de commencer à jouer comme un geste qui est passé depuis dans les bases, dans les règles et dans les bonnes pratiques de jeu de rôle entre guillemets. C'est ça. Finalement, le geste rôliste, c'est la pratique rôliste qui est propre à chaque rôliste. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit, quand on demande à quelqu'un quelle est ta pratique du jeu de rôle ou comment toi tu joues au jeu de rôle, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'il décrive son geste rôliste. Ou l'ensemble de ses gestes, comment dire, son répertoire, si tu veux. Son répertoire. Mais c'est quelque chose d'un peu méta, en fait, finalement, qui passe d'une table à l'autre. Par exemple, puisqu'on parlait de contrat social, c'est quelque chose qu'on va pouvoir peut-être retrouver d'une table à l'autre, quel que soit le jeu. En fait, tu vas pouvoir dire à quelqu'un, ah tiens, c'est marrant, tu as le même geste que moi. Ça veut dire, en fait, dans cette situation-là, tu fais la même chose, ta pratique est identique à la mienne. Alors moi, j'ai un premier contresens à te proposer, qui est un petit peu la réaction qu'on a eue, Jérôme et moi, immédiatement lorsqu'on a entendu ce truc. C'est on a dit, est-ce que c'est pas le retour du bon et du mauvais joueur finalement? Est-ce que c'est pas le geste rôliste qui distinguerait le bon et le mauvais joueur, ce qui nous à la cellule depuis longtemps maintenant est un peu notre espèce de cheval de bataille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais et de bon MJ, il n'y a pas de bon et de mauvais joueurs, on entend souvent ça dans les micros de la cellule soutenus par diverses personnes. Est-ce que reconnaître l'existence de gestes rôlistes, c'est pas aussi reconnaître qu'il y a de bons gestes, de mauvais gestes et donc de bons joueurs et de mauvais joueurs? Jérôme, toi, c'est ça la première réaction que tu as eue? Moi, c'est ça qui me fait un peu peur quand on me parle de ça. Et moi aussi. J'ai l'impression on peut très vite arriver à des espèces de jugements de valeur. Et puis surtout, si on n'en fait pas, si on ne s'en sert pas pour produire quelque chose derrière, a fortiori des jeux ou des aides, je sais pas moi, pour des contrats sociaux ou quoi, je sais pas, que sais-je, ça ne se transmettra pas. Je sais qu'il y a des bons gestes rôlistes que l'on peut apprendre en jouant à certains jeux qui n'ont fait que formaliser certaines choses. Et ça nous arrive très souvent à la cellule de reprocher à certains types de jeux de ne pas justement dire les gestes que produit le meneur de jeu de ce jeu dans le bouquin. Typiquement, je pense par exemple au podcast sur Sombre qu'on avait enregistré à l'époque où il n'y avait pas autant de suppléments sur Sombre de sortie, où je reprochais justement à Johan Scipion de ne pas avoir inscrit dans ses livres la façon dont lui-même maîtrise le jeu. Sauf à travers un scénario, mais bref, il utilise plein de techniques, plein de routines, ce que Julien appelait des routines tout à l'heure, ou même Thomas, je crois que c'est Thomas Munier le premier que j'ai entendu employer ce terme de routine, qui sont donc propres à sa manière de maîtriser. Et en fait, moi, ce que je lui reprochais dans le podcast, c'est de ne pas avoir décrit ces choses dans les fanzines. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est chose faite, parce qu'il semble qu'il a sorti un fanzine entier consacré depuis longtemps. C'est sa grande force, en fait, Johan Scipion. C'est vraiment qu'il va tellement travailler ses scénarios qu'après, il te donne pile poil ce qu'il faut faire pour que ça marche. C'est ça. C'est-à-dire qu'il transmet son geste rôliste. Complètement. Alors, si je reviens un petit peu sur ce que vous disiez. À propos du bon joueur, du mauvais joueur, je suis parfaitement d'accord. C'est pas du tout mon propos. J'ai aussi, moi, souvent, sur les voix d'Altaride, défendu l'idée qu'il n'y avait pas de bon MJ, de mauvais MJ, etc. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la table entière, les interactions à travers la table, comment ça se goupille avec le jeu, etc. Donc c'est pas individualiste. C'est pas individualiste. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a des bonnes tables ou de mauvaises tables, par contre? Non, il y a des tables qui fonctionnent pour une partie donnée, il y a des parties qui fonctionnent, des parties qui ne fonctionnent pas. D'accord, ok, très bien. Voilà, okay. Pour ce qui est maintenant de la possibilité d'une classification des joueurs vis-à-vis de bons gestes ou de mauvais gestes. Est-ce qu'il y a des bons gestes ou de mauvais gestes? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gestes qui sont adaptés à une situation ou pas. D'accord ? Donc déjà, c'est une certaine, il y a une différence. Est-ce qu'il y a des joueurs qui seraient plus adaptés à certains types de jeux qu'à d'autres? C'est possible. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont meilleurs que les autres? Je ne pense pas. Voilà, c'est-à-dire que tu ne veux pas qu'on fasse le glissement de l'adaptation à la au jugement absolu sur je pense qu'on peut devenir meilleur dans certaines pratiques. Mais c'est pas parce qu'on devient meilleur dans certaines pratiques qu'on est un meilleur joueur de manière absolue. Un meilleur joueur, ce serait quoi? Ce serait quelqu'un qui serait parfait partout, qui serait capable de tout faire tout le temps, de s'adapter à n'importe quelle situation. Mais finalement, c'est quelqu'un qui aurait aucun caractère dans sa façon de jouer, aucun style. En fait, ce que Jérôme et moi, ont critiqué, c'est que en fait, on a tellement l'habitude que les rôlistes fassent des choses qu'ils ne mettent pas ensuite dans leur création, dans leur scénario, dans leur base,
que du coup, on avait peur que le geste rôliste soit finalement une tradition. Et donc, on revienne au jeu de rôle traditionnel, où le geste se transmet d'artisan à artisan. Justement, j'allais y venir. Tu as 2 modes de transmission, pour moi. Tu as la transmission qui passe par la codification d'un geste en règle, une espèce de compression du signal sous la forme d'une règle. D'accord. Et pour ensuite l'utiliser, tu vas devoir comprendre tes règles et les appliquer à la table. Donc, tu vois, tu fais le processus inverse. Donc ça, c'est le codage dans le dur, si tu veux, quelque part, de tes gestes dans les règles. Apocalypse World est extrêmement typique là-dessus, par exemple. Il y a beaucoup des pratiques qui sont conseillées par Vincent Baker, qui sont en fait des choses que lui faisait à sa table. D'accord. Ouais. Voilà. L'autre mode de transmission, c'est effectivement la tradition orale. Et la tradition orale est pour moi hyper importante en jeu de rôle. La transmission orale, elle existe, elle est là. Et est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne sais pas, mais moi, ce que j'y vois d'intéressant, c'est qu'en fréquentant différentes tables, différents groupes, en allant visiter tous ces modes de jeu, tu vas apprendre des choses. Et ça, je trouve ça génial. Mais effectivement, si c'est pas écrit quelque part un jour, tu risques de le perdre. Et c'est vraiment l'opposition entre une tradition écrite et une tradition orale, quoi. Jérôme ? Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Julien. Notamment, j'y ai pensé au début du podcast quand tu décrivais le geste rôliste pour toi. C'est quelque chose qu'on peut ramener un peu comme d'un territoire inconnu ou quoi. On va jouer avec des gens et quand on revient avec sa table habituelle, on a pris 2-3 plis qui viennent d'une autre table et moi je sais que par exemple ma propension à sacrifier mon personnage en jouant le salaud de l'histoire au service de la table, hein, pas simplement pour faire capoter la partie. C'est quelque chose que j'ai vu des fois, mais c'est quelque chose qui reste propre à moi et Et est-ce qu'un joueur qui le fait pas est moins bien ou mieux, C'est hors de propos en fait. Oui, voilà, ouais. Le jugement de ce niveau-là est hors de propos. Mais toi qui aimes bien la rillette. Oui. Hein la rillette rôliste. Nous, ce qu'on aime bien faire au Wadaltarit, c'est un peu notre propos avec Globo notamment, c'est de prendre des pratiques qu'on a appris dans des jeux non tradis et de les transposer au jeu tradit. Donc effectivement, si je prends ta définition... univers à ce moment-là, de jeu tradit. Oui et non, parce que c'est pas forcément violer les règles, c'est une façon d'appliquer les règles qui est différente. C'est pas des choses qui sont interdites dans la base, c'est pas des choses qui sont conseillées dans la base, c'est des choses en plus. Ok, d'accord. Ouais, quand tu laisses le joueur décrire sa réussite à Vampire, tu n'enfreins pas les règles. De toute façon, les règles te disent que tu peux faire ce que tu veux. Oui, laissons un peu de côté ce côté-là. Enfin, quoique, il y a des choses intéressantes à dire sur ce sujet-là. Mais donc on parle de pas de meilleur ou de moins bonne. Mais en fait, moi, je constate malgré tout quand même qu'il y a des pratiques qui sont néfastes autour de la table malgré tout. Absolument. Et, oui, mais dans certaines situations. Voilà, merci Romain. non, même pas. Moi, j'ai des. Tout simplement, si on revient vraiment à la base sur la civilité, le fait de s'écouter les uns les autres, ce genre de choses-là. Mais ça, c'est pas des pratiques de jeu de rôle. Voilà, justement. C'est ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le geste rôliste, on est dans la bienveillance à échelle. C'est-à-dire que il faut pas. Là, on est dans l'éducation. Je veux dire, c'est-à-dire, oui, évidemment, il y a des pratiques qui sont mauvaises autour d'une table de jeu de rôle. Tuer quelqu'un, c'est mal, mais là, du coup, on fait référence à la Constitution française. On fait plus référence au jeu de rôle. Attention toujours à tuer quelqu'un, c'est tuer un joueur, hein, pas tuer un personnage. Oui, non, mais oui, c'est remarqué que je vois, mais c'est pas pour ça que je tique. C'est parce que j'ai l'impression qu'en jeu de rôle, c'est quand même assez flou la limite entre les deux. Hein. La limite, elle est fine comme une couche de papier, parce que oui, c'est vrai. Entre la politesse de savoir écouter dans la rue ou ailleurs ou dans un débat et la politesse d'écouter dans une partie de jeu de rôle, il y a un glissement qui fait qu'on ne le ressent pas de la même manière si on n'y a pas réfléchi. Absolument. Ouais. Mais la question des limites entre le comportement humain acceptable et les pratiques que tu peux appliquer à une partie, c'est pas, c'est pas le sujet. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Quoi. C'est exactement ce que je voulais dire, Julien. Pour moi, c'est pas le sujet vraiment. Par contre, prenons garde. Juste ce que je voulais dire à Mathieu, c'est prenons garde de ne pas confondre le geste rôliste avec un ensemble d'attitudes qui seraient plus de l'ordre de l'extérieur du jeu de rôle que de la pratique du jeu de rôle proprement dite. C'est ça, c'est juste attention, quoi, parce que si tu élargis le geste rôliste à la langue parlée,
au vocabulaire fleuri employé, par exemple. Au comportement aussi. Voilà. Oui. Donc, je veux pas non plus qu'on sorte du podcast. Ouais, mais alors justement, il faut le souligner de façon très importante parce que, comme je disais, c'est flou dans la tête des gens. Il suffit de voir les gens qui aiment bien recadrer les autres sur l'orthographe sur Internet. Il y en a qui disent que tu es mal poli quand tu leur écris avec des fautes. Oui, tu as raison. Les gens sont fous. Oui, il faudrait pas qu'on. Il y en a qui sont graves. Non, ils disent que tu es mal poli quand tu fais une faute quand tu leur écris. Alors, il y en a qui vont considérer que, j'imagine, employer un vocabulaire qui n'est pas adapté à la table. Voilà, t'as peur qu'on commence quand on dit un bon joueur, un mauvais joueur, on le juge sur des qualités qui sont pas de l'ordre du jeu de rôle, mais de l'ordre de n'importe quel ordre. Moi, de toute façon, ça me dérangerait, mais ça me dérangerait particulièrement dans cet ordre-là. Qu'on juge des personnes et plus des acteurs d'une partie de jeu de rôle, en quelque sorte, des participants. Voilà, c'est ça. Qu'on juge des personnes et plus des participants. C'est-à-dire quand on parle de gestes rôlistes, on juge le geste, on juge. Comment dire, on réfléchit, on montre, on dévoile les gestes du participant qui est Jérôme S, par exemple. Le participant Jérôme. On n'est pas en train de juger Jérôme S dans sa personne privée et publique et compagnie. Voilà, c'est exactement ce que je répète régulièrement à mes élèves. Quand je vous sac, quand je vous mets des sales notes et quand je fais pas que ça, je vous rassure. Ouais. Mais quand ça t'arrive. Ça m'arrive. Quand je vous engueule, c'est votre comportement d'étudiant, c'est votre comportement au laboratoire, c'est pas votre personne. Et ce que dit Jérôme, c'est attention à bien délimiter ça, à bien regarder et à bien voir aussi que c'est flou. C'est flou. Et que justement, il va falloir être très très prudent quand on juge le geste rôliste, de ne pas juger la personne. Et voilà. Et peut-être même, toi, tu vas même plus loin, Jérôme, j'ai l'impression, en disant non, c'est flou. Et du coup, ça va être extrêmement difficile. Imaginons qu'il y a des personnes pour qui, dans leur geste rôliste, il y a un roleplay formidable où ils parlent un français du XVIIIe siècle extrêmement châtié. Voilà, ça fait partie de leur geste, c'est très cool, quand ils le font, c'est génial. Mais quelqu'un arrive comme moi et qui est incapable, enfin, ça me prend la tête, ne serait-ce que de décomposer mes notes, moi je assure tout quand je parle. Rien que ça, et ça pourrait être considéré comme un mauvais geste rôliste pour eux. Il faudrait surtout faire attention à ne pas... Sauf, ça, en fait non. Parce que, alors je suis d'accord que c'est une crainte et je suis d'accord que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, etc. Mais quand il réfléchit, et ça m'amène à la suite, quelque part, de ces notions de geste. J'arrête avec ça après. Non, mais je t'en prie, c'est très bien, c'est important. Je trouve que c'est important, en fait. Ouais. Parce que ça va exactement... Enfin, non... C'est important parce que ça va dans mon sens. Ok, super, bravo. Mais non, mais si, mais c'est important pour toi. Je trouve ça important parce que... moi, je suis comme toi, moi. Tu prends toi. C'est pas moi qui on est mal barré. Pour moi, les choses importantes, c'est les choses qui vont dans mon sens. Ouais. Donc, si tu veux, le mec qui parle, ou la fille qui parle avec ce côté 18e, hyper châtié. Tu lui demandes de jouer un personnage qui est un orphelin de la rue au Moyen-Âge. Tu lui demandes de jouer un enquêteur dans un film des années 60 avec des dialogues à la Audiard. Ça va pas passer. C'est lui qui a son mauvais geste. Alors que toi, avec ton vocabulaire assuré, etc., si tu as un personnage à qui ça correspond, c'est toi qui vas être excellent à ce moment-là. Et en fait, ça m'amène à... Il a fait un retournement là, vous avez vu T'as vu Jérôme, il a retourné il est très très fort. truc. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est la personne qui impose de parler 18e à quelqu'un qui ne sait pas, qui ne peut pas, à une personne, pas un participant, à une personne qui ne peut pas le faire, qui à ce moment-là a un mauvais geste. Oui, on pourrait dire ça, mais ça m'intéresse pas tellement de dire et de pointer ça c'est un mauvais geste, ça c'est un bon geste, etc. D'accord, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que par exemple, tu peux avoir ce que j'appelle des synergies et des antagonismes entre la pratique et plein d'autres trucs, entre la pratique et ce que demandent les règles, par exemple, entre la pratique et la situation. Quand tu utilises ton geste, qui pourrait être j'utilise un vocabulaire simple avec des mots assurés parce que c'est comme ça que j'aime bien parler, etc. Bon, ok, j'aime bien faire parler mes personnages. Si tu es en train d'interpréter un personnage qui parle comme ça, ton geste va entrer en synergie avec ce que demande la fiction, ce que demande la pratique, ce que demande le moment de jeu, si tu veux. D'accord. Si on te demande... L'instant, voilà, c'est très bien l'instant. Si tu utilises ce geste-là, alors que tu es en train d'interpréter un grand seigneur de, je sais pas, la cour de Louis XIV, ça va être un antagonisme, parce que ta pratique va aller à l'encontre de ce que tu veux faire. Voilà. Donc, c'est jamais la synergie, bon. C'est quand ton geste rentre en résonance avec le système de jeu appliqué à la table ce soir. Ouais. Voilà, et
justement, on pourrait. Ça, c'est la synergie. Et l'antagonisme, c'est quand tu vas essayer de confronter ta pratique, ton geste personnel au système de jeu utilisé par la table ce soir, presque dans une forme d'opposition. Ce sont les gens qui disent « Moi, ce soir, je vais jouer pour pourrir le scénar de mon MJ ». Mais tout en respectant le contrat social. C'est-à-dire que ils testent les limites en fait du cadre, non ? Je vais prendre un exemple au sujet des antagonismes et des synergies. Je vais reprendre un truc qui me tenait à cœur, dont on a déjà discuté ensemble hors podcast, à propos de Vampire. Ouais. Dans Vampire, moi quand j'ai abordé le jeu de rôle Vampire, j'ai lu un jeu dans lequel tu jouais un jeune type qui vient de se faire, enfin un jeune ou vieux type qui vient de se faire transformer en vampire, qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Vampire la Mascarade. Vampire la Mascarade, pardon, oui. Qui comprend pas trop ce qui vient de lui arriver, qui se lutte contre cette inhumanité qui commence à se développer à l'intérieur de lui, etc. etc. Ouais. Quand tu joues un personnage comme ça, et que tu le présentes dans cet état-là, comme quelqu'un qui va trébucher, comme quelqu'un qui va avoir des difficultés, etc., le système de jeu, tu entres un peu en synergie avec lui parce que le système White Wolf, Storyteller, fait en sorte que tu vas rater plein d'actions, tu vas avoir des gros problèmes. Si tu veux le jouer en le faisant briller, en étant un vampire super classe, avec tout ce qui va avec dans l'imagerie d'Anne Rice, etc. Alors que le jeu n'est pas fait pour ça. Alors que le jeu, au départ, n'est pas fait pour ça. Ouais, après, ça change. Après, ça change, etc. Avec les suppléments. Ouais. Voilà. Après, il y a plusieurs façons de prendre le jeu. Et là, les règles ne te soutiennent pas du tout. Et au contraire, elles vont t'entraver. Donc, il y a un antagonisme qui se développe. D'accord. C'est comme ça que je vois les choses. Je précise quand même une dernière chose. Quand je parle de gestes, de synergie, d'antagonisme, je l'ai dit, ce sont des questions que je me pose. Je ne suis pas en train de poser des vérités. Je ne sais même pas si le geste existe. Hein. C'est-à-dire que c'est une enquête. Ce que tu es en train de faire, c'est ça. C'est en train d'essayer d'éprouver un modèle. Tu te dis, tiens, j'ai réfléchi à ces termes-là, je l'analyse comme ça. Évidemment, tu ne dis pas que ça existe de toute éternité, etc. Contrairement au Maelstrom et au contenu fictionnel. Évidemment. Donc, alors, je suis désolé, on n'a pas pu te passer la parole à un moment donné. J'ai l'impression que tu l'as demandé, Mathieu, j'espère. Non, d'accord. Non, mais par n'hésite contre, pas je veux à bien montrer que tu veux la parole parce que parfois j'ai l'impression. Non, mais effectivement, oui, ça m'interpelle ce que tu dis. Non, moi je pense effectivement, en tout cas, moi j'ai constaté un ensemble d'us et coutumes à travers les différentes tables de jeu sur lesquelles j'ai joué et j'ai vu effectivement qu'il y avait des pratiques qui étaient différentes. Donc en tout cas, ça, effectivement, je le vois bien. Moi, j'ai quand même constaté qu'il y avait des pratiques qui allaient contre effectivement la table entre guillemets et des pratiques qui allaient évidemment avec et lorsque tout le monde va avec la table, et ben ça donne une partie qui est meilleure. Maintenant la question c'est de savoir effectivement comment est-ce qu'on fait. En tout cas, j'ai arrivé aussi à déduire des pratiques générales qui peuvent augmenter le niveau, c'est-à-dire d'avoir quoi qu'il arrive une bonne partie. Alors moi j'ai constaté dans ma pratique que... Attention, tu objectives encore, augmenter le niveau, non, mais pour moi, je l'objective. Là, oui, je parle... C'est vraiment... C'est le piège, justement. Faut pas... Moi, pour moi, c'est vraiment subjectif. Oui, je vais vraiment parler, moi, de mon ressenti à travers mes propres parties. Donc, vraiment, moi, par exemple, j'ai trouvé que mettre en place un contrat social augmentait vraiment le bonheur, on va dire, entre guillemets, de mes participants. Et je me pose la question de savoir, à partir donc de moi-même, est-ce que c'est pas possible effectivement de l'objectiver, comme tu es en train de dire, à l'ensemble des parties, à l'ensemble des gens? C'est une question que je me pose et c'est bien pour ça en fait que... Le problème de faire ça, c'est que du coup tu empêches la possibilité de création de nouveaux jeux de rôle qui ne reposeraient pas là-dessus. Même le contrat social dont tout le monde vante les mérites et tout le monde trouve ça formidable qu'enfin, grâce à la Forge, on ait pu comme ça établir l'importance du contrat social. Parce que pourquoi est-ce que je lancerais en fait? Parce que on peut tout à fait imaginer un jeu de rôle qui se passerait de présenter son contrat social. En fait, du moment que moi c'est ce qui m'intéresse en fait, la finalité. Et c'est intéressant de le penser que ça puisse exister. Alors oui, je suis d'accord avec toi. La finalité en fait d'une partie de jeu de rôle pour moi c'est vraiment d'avoir aimé le moment qu'on a fait quoi, vraiment. Alors à partir du moment où tu arrives à me montrer qu'avec un contrat social, j'ai plus aimer en fait ce que je viens de faire, dans ce cas je prends. Mais si tu arrives à me montrer que tu as une autre manière de faire, avec une autre manière de faire que
c'est la même chose. En fait, je prends en fait ce qui m'intéresse moi réellement à la fin, c'est ce que j'ai vécu à travers la partie, et de savoir effectivement que tel et tel outil existe. Et justement, ça va être ma question, c'est comment est-ce que je fais pour identifier la pratique qui m'intéresse pour ma partie à ce moment-là, afin d'encourager effectivement le bonheur, le bien-être à ma table, et donc d'arriver à mes fins. Alors, question compliquée, parce que le bonheur, le bien-être de la table, c'est pas une définition qui va être constante en fonction des participants. Maintenant, si on met ça de côté, parce que c'est pas exactement ce dont on parle, je pense que la solution, c'est l'observation. C'est ce que je fais lorsque je vais travailler sur un jeu. Ou que tu travailles sur un jeu en tant que game designer et que tu es en train de le playtester. Ouais. Tu vas regarder l'effet de ce que tu fais à la table. Exactement. Et moi, notamment, quand je maîtrise un jeu, en fait, tu as deux façons de faire. Quand tu vas poser des règles et aller tester le jeu derrière, soit tu peux te conformer aux règles exactement et voir l'effet que ça fait, soit tu peux te dire, je vais y aller. Et à mon avis, les deux démarches sont complémentaires. Hein. Je vais y aller et puis je vais me laisser un peu aller à mes habitudes, à mes gestes habituels en fait. Ouais. Et je vais regarder l'effet que ça produit. Ce que beaucoup appellent le système zéro d'ailleurs. Ouais, dont Jérôme Larrey. Ouais, c'est tout à fait possible. À partir de ça, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'obtiens un effet qui me satisfait ? Premièrement. Est-ce que cet effet est conforme à ce que j'ai écrit ? Si l'effet me satisfait et qu'il est conforme à ce que j'ai écrit, parfait, j'ai trouvé. J'ai codé mon geste. Si l'effet est satisfaisant, mais est différent de l'écrit, je peux modifier l'écrit, et au bout d'un moment, j'arriverai à avoir une adéquation entre les deux, et donc à avoir codé. Donc ta réponse, c'est observe et regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et écris ce qui fonctionne, et laisse de côté ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de formule magique. C'est ce qu'on dit depuis des années, en fait. Ça, c'est pour la création, effectivement. Oui, en tant que tel, mais par contre, moi, si j'arrive en tant que MJ à ma table et que je connais pas, par exemple, les participants, comment est-ce qu'il y a des choses effectivement que je peux mettre en place pour arriver ça, alors attention. Ça, en fait, le truc, c'est que là, tu te mets dans un cadre très très précis, et finalement, ce que tu demandes, c'est des conseils au MJ et tout ça. Mais ça, c'est pas possible. MJ pour quel jeu ? Déjà, première question. Pour quelle table ? C'est-à-dire, on est en train de parler de grands concepts absolus, c'est-à-dire je suis MJ à ma table. Waouh, alors là déjà tu viens de nous perdre, quoi. C'est tellement des indexicaux tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est MJ de quoi ? La table de qui ? Oui, mais justement, c'est ça que je voulais. Est-ce qu'il n'y a pas des effectivement. Non, toi tu veux des choses universelles, toi. Ouais. Est-ce que ça peut exister ou pas ? On parlait de contrat social tout à l'heure et tu me disais. Mais non, ne serait-ce que parce que déjà les tables, elles vont parler dans des langues différentes, dans des cultures différentes. Il n'y a pas de choses universelles. À défaut d'universalité, tu peux avoir peut-être. Il faudrait les identifier. Et ça, c'est un travail qu'il faudrait faire. Mais je pense identifier qu'il y a un fond commun. Des grands. Mais c'est pas un travail grande famille, si c'est pas un travail universaliste, c'est un travail statistique. Oui, éventuellement, bien sûr. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que l'idée même du geste pour moi, c'est d'avoir quelque chose que tu as intégré suffisamment bien pour savoir l'adapter à la nouvelle situation. D'accord ? Donc moi, ce que je te conseillerais de faire dans ce cas-là, c'est tu es MJ, tu maîtrises comme tu as l'habitude de faire. Premièrement, tu regardes ce qui se passe. Ce que je dis MJ, mais si tu es joueur, c'est pareil, hein. Ça marche aussi très bien quand tu es joueur, ce genre de choses. Oui, on le fait beaucoup moins. Moi, c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans ce truc-là, c'est que le geste rôliste s'applique autant aux meneurs de jeu qu'aux joueurs, et autant dans des jeux dans lesquels ces deux entités MJ et joueur n'existent pas. C'est-à-dire que le geste rôliste s'applique à un participant, à une partie de jeu de rôle, quel qu'il soit. Voilà, c'est ça qui m'a... Ouais. Donc, je disais, le participant, tu regardes ce que tu fais, tu vois si ça fonctionne, tu adaptes. Donc c'est un aller-retour en permanence. Et tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Et j'ajouterais même que tu peux tester des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et c'est là que être confronté à des jeux innovants qui sont différents de la pratique que tu as autour de toi peut te révolutionner la façon dont tu joues. Là, j'entends Ron Edwards. Ça, c'est vraiment du Ron Edwards à plein la gueule. C'est-à-dire qu'en fait, le Ron Edwards, quand il crée sa théorie, quand il crée, non, même pas. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il cherche un discours pour parler de ce qui ne marche pas dans les parties. Il cherche une façon de parler de ce qui ne marche pas dans les parties. Pourquoi ? Parce qu'il a la même vision que toi, Julien. Il se dit, ce qu'il faut, c'est constamment passer de la pratique à l'écriture. Et je regarde ce qui marche dans la pratique. Il a presque, c'est ce que j'avais écrit dans un article, une vision de la partie comme une expérimentation en physique et en chimie.
C'est-à-dire qu'on expérimente des modèles, etc. Et puis on revient, on fait des allers-retours constants. Jérôme, tu voulais intervenir, c'est ça? Tu me signales, Julien? Ouais, je pense vraiment, c'est que c'est important du coup que ce geste serve à la production de règles de jeu, de systèmes de jeu par la suite. Et pas simplement à des réflexions, des podcasts ou des... les jeux, ça évolue pas mal quand on fait des règles, mais aussi du game design, quand on pose par écrit justement tout ça. Oui. Ça permet de diversifier beaucoup les pratiques. Les gens jouent à des choses très différentes, ils expérimentent des choses très différentes aussi. Ouais. Et ne se contentent pas de se dire que leur geste est le jeu de rôle. Oui, et puis des fois, de temps en temps, il y a des jeux, on va dire plutôt synthétiques, qui vont synthétiser une grande partie de ces gestes-là, un plus ou moins nouveaux, je me comprends, comme Apocalypse World. Mais si on ne fait que des analyses, que des articles ou que des podcasts, des textes ou des livres, comme j'ai rien contre Lapin Marteau, mais voilà, des livres qui sont des conseils pour améliorer sa pratique. Je pense avoir des trucs, je reprends Apocalypse World, genre renvoyer les questions, être fan des personnages. Si on ne fait que des articles pour ça, mais qu'on ne fait pas de jeu qui te dit de l'appliquer, en fait, on peut se retrouver avec une population de joueurs où en fait les bons joueurs, ce sont ceux qui ont lu le plus de livres et le plus de conseils, qui ont eu le plus de... Alors que le renforcement de la pratique peut se faire par la pratique elle-même, via les jeux, via la création de jeux. C'est un peu flou dans ma tête, c'est plus idéologique. Non mais je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que du coup, le bon joueur, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un déséquilibre entre celui qui aura lu beaucoup, qui aura pu aussi s'offrir beaucoup de livres sur la pratique, sur le geste rôliste. On va reprendre l'expression de Julien. Et finalement, il y aura une espèce d'injustice, de déséquilibre en fait entre... et toi, ce que tu voudrais... c'est que les jeux mettent tout le monde d'accord, que tous les participants commencent en entrant dans un jeu à égalité, pour ainsi dire. Non, on peut toutes ces réflexions sur le geste, c'est super intéressant, mais c'est que ces réflexions aboutissent à des jeux. Oui, alors, non, d'accord. Ouais. Et si je peux que ce soit la pratique qui s'alimente elle-même. Oui, mais justement, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que alors c'est la question de la transmission de tout ça, d'accord ? Et tu places la transmission entre les mains des créateurs de jeux. Voilà. C'est hyper intéressant et je suis d'accord parce que placer la transmission entre les mains des créateurs de jeux, ça permet de donner une portée à ce que tu écris qui va être beaucoup plus grande que le cercle de gens que tu fréquentes. Donc ça, c'est super. Il y a un défaut tout de même pour moi. Tu interdis par là même à des joueurs qui ne sont pas créateurs de jeux de réfléchir sur le sujet et de transmettre ce qu'ils font. Or, en écrivant des articles, notamment, ils peuvent transmettre ces éléments-là sans avoir à créer de jeu. La question de l'accès à cette connaissance est une question hyper importante aussi. Comment tu fais pour apprendre tout ça ? Effectivement, c'est dans un jeu. Le jeu, tu peux le retrouver des années plus tard. Tu vas apprendre en jouant à ces jeux. Tu vas prendre ce jeu alors que tu es dans un groupe isolé. Et tu vas pouvoir découvrir tout ça sans avoir besoin de te déplacer, sans avoir besoin de dépenser du temps, des efforts en allant sur Internet, etc. Je suis absolument d'accord. D'un autre côté, on pourrait opposer que la transmission via les joueurs sans passer par le jeu, si on arrive à la formaliser de manière intéressante, parce que c'est la condition. D'accord. Okay. Elle peut éviter d'avoir à acheter des jeux, tu vois. Mais la condition, c'est, dans ce que j'entends de ce que tu dis, dans un jeu, la codification de ces gestes va être suffisamment bien faite pour que tout le monde puisse y avoir accès. Oh là, oui, non, peut-être pas. Oui, j'exagère peut-être un peu, mais disons qu'elle va être suffisamment... tu as un accès possible par là, d'accord ? Et est-ce que l'accès par des articles, par des bouquins, est plus facile ou plus difficile ? Alors, Jérôme. Moi, je sais pas, j'ai en tête en fait les générations de rôlistes qui m'ont précédé. Moi aussi. Et moi, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je joue, donc je suis pas non plus un vieux de la vieille. Ça commence quand même. Hein. Ça commence, vaguement. Mais toutes les personnes qui disent, par exemple, à chaque fois, oui, mais telle pratique, telle règle dans tel jeu, mais nous, on fait déjà ça depuis des années et des années. Et oui, et même, il y a eu des tas de forums, à mon avis, qui ont dit des trucs très similaires à la Forge dès les années 90. Tout à fait. Mais c'est resté dans les limbes.
Enfin, et au final, ça n'a jamais amélioré la pratique de plein de gens que je connais, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Oui, ce qui me pose... je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que j'entends bien ce que tu dis. Moi aussi, je commence à comprendre un petit peu le sens de tout ça. Mais il y a quelque chose qui me dérange quand même, mais j'arrive pas vraiment à mettre les mots dessus. Alors j'essaye, hein, d'accord, Julien, tu m'aides. Oui, je t'en prie, bien sûr. C'est que j'ai l'impression qu'on considère le jeu de rôle comme une activité unifiée. Et que finalement, ce qui change, c'est le geste des rôlistes au sein de cette activité. C'est-à-dire que, moi, tu vois, ce qui me pose problème, c'est que on parle de MJ, on parle de jeu de rôle traditionnel, on parle de PJ, on parle de scénario, on parle de plein de concepts, mais en fait, tous ces concepts, ils sont monstres flous, en fait. Absolument. Et du coup, le problème, c'est que quand quelqu'un me met sur un blog, par exemple, parce que là, moi, je pense forcément à Eugénie quand tu parles de tout ça. Quand quelqu'un vient mettre sur un blog sa pratique du jeu de rôle, le problème, c'est que n'ayant pas joué ni assisté à la partie du jeu de rôle dont elle parle, n'ayant pas forcément accès au système qui était mis en place ce jour-là, au moment où elle me transmet ses émotions et le geste rôliste, le problème, c'est que je ne sais pas de quoi elle parle. Je n'ai pas suffisamment d'éléments de contexte pour comprendre le sens et la portée de ces propositions à ce moment-là. Donc pour moi, si tu veux, mon problème de transmettre le geste rôliste de cette manière-là, c'est que comme tu le fais sans connaître, sans avoir toi-même assisté à la partie, chacun comprend dans les mots d'Eugénie ce qu'il veut bien y voir finalement. Parce que comme on n'était pas là, on ne sait pas ce qu'elle veut dire vraiment. Et donc du coup, le problème de cette transmission dont tu nous parles, par exemple, moi excuse-moi Julien, je viens vers toi, je te décris mon geste rôliste à un moment donné, bah oui, mais comme t'as pas assisté à la partie, tu ne connais pas la portée et le sens de ce geste. Ah mais c'est la transmission... C'est le grand obstacle. Bien sûr, la transmission des gestes, c'est un truc sur lequel je suis en train de réfléchir aussi, et qui m'intéresse vachement. Ce que tu dis, Romaric, c'est le même problème pour les rapports de partie. Non, parce que justement dans le rapport de partie, on s'axe sur un point central du truc, et un bon rapport de partie, si j'ose dire, c'est celui qui nous permet de saisir justement le contexte et la portée de l'élément qu'on veut décrire. Le bon rapport de partie, c'est j'ai rencontré un problème, voici le système dans lequel je jouais. Regarde par exemple sur les forums d'informatique, c'est très intéressant de voir comme les gens décrivent leurs problèmes. Ils disent, j'ai rencontré ce problème-là, je travaille sur cet OS-là, avec ce logiciel, cette version, à cette époque-là et compagnie. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils précisent quand ils nous parlent d'un problème, d'un rapport justement d'erreur? Ils nous parlent du contexte, ils contextualisent en fait le problème pour qu'on puisse le comprendre et éventuellement le résoudre. Le problème de transmettre son geste rôliste, c'est que je trouve que cette contextualisation manque encore aujourd'hui. Alors, c'est tout à fait possible. Je ne dirais pas que des blogs comme celui d'Eugénie, je reviendrai peut-être après derrière parce que ça a été, justement, moi j'ai appris énormément de choses dessus, au niveau pratique. J'en parlerai après. Je pense que quand tu lis ces articles, ça ne te transmet pas un geste. Ça te transmet un concept sur lequel tu vas pouvoir bâtir ton geste. Et c'est problématique, effectivement, parce que si on cherche un mode de transmission qui soit accessible directement, il me semble que ce n'est pas forcément le bon mode de transmission. Je ne crois pas que ce soit son ambition d'ailleurs, mais c'est pas le mode de transmission. Moi, quand je lis le blog d'Eugénie, ce que je ressens, c'est la découverte, une femme intéressante, lettrée, avec une expérience, on va dire, intéressante en termes de littérature et d'émotion et tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui découvre le jeu de rôle. Voilà, moi, l'effet que ça me fait. C'est-à-dire qu'on découvre, c'est un peu le monde de Sophie JDR, quoi. C'est-à-dire que c'est une femme qui découvre le jeu de rôle et qui découvre aussi toutes les problématiques du jeu de rôle. Et en ça, c'est génial parce que c'est une enquête. Enfin, on suit en fait une subjectivité qui découvre la pratique du jeu de rôle, enfin une certaine pratique du jeu de rôle. D'autant qu'elle a des réflexions super intéressantes. Et voilà, c'est ça. Et en fait, on est à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une focalisation interne. Voilà. Moi, ce que traduit les réflexions d'Eugénie, c'est la focalisation interne. Là où beaucoup de théoriciens vont essayer de chercher à être omniscients, à comprendre toutes les dynamiques, à faire des grands schémas. Je pense pas à Frédéric Sintès, mais suivez mon regard. Ou Romaric Briand, le maelstrom, c'est ça. Eh bien, elle va se focaliser. Elle va dire, moi, je suis une exploratrice. Et je fais une focalisation interne. Pour moi, la grande révolution d'Eugénie, je ne suis pas MJ, mais c'est ça, c'est la focalisation interne. Pour autant, est-ce que ça permet de transmettre, c'est-à-dire qu'en fait, on est en quelque sorte sur les deux extrêmes d'un arc, la super-objectivité et elle, la super-subjectivité. Mais je pense qu'on veut dire déjà la même chose, que le but du jeu, c'est le même point qu'on suit, à savoir l'amélioration objective des parties, des pratiques et des jeux. Donc ça c'est clair, hein, on est sur la même longueur d'onde, on vise le même point mais on part pas des mêmes angles. Mais si tu veux que ce soit dans dans la théorie pure et dans la subjectivité, dans l'expérimentation pure par la subjectivité de quelqu'un,
dans les deux cas, on n'arrivera pas à transmettre. Alors, il faut les deux. En fait, il faut probablement les deux, mais. je suis très clair. Je ne sais pas. Je peux pas parler pour elle. Que les choses soient claires, je peux pas parler pour elle. On non, mais tu peux donner ton avis sur le blog. Mon avis. Mon avis, c'est que quand je lis son blog, je vois quelqu'un qui effectivement joue, se rend compte qu'elle ne joue pas de la même manière que les gens avec qui elle joue et qui essaye de comprendre pourquoi c'est pas la même manière. Et ensuite, en décalage important, si tu veux. C'est une question de curseur, c'est-à-dire tu joues pas de la même manière, évidemment, mais tu as des pratiques qui peuvent être un peu similaires et tu peux te reconnaître dans une pratique ou au contraire, tu peux ne pas te reconnaître. Des airs de famille, si tu veux. Non, mais en fait... Alors, je finis. Bon. Elle se reconnaît pas là-dedans, elle essaye de comprendre pourquoi et elle explique comment elle fait. Voilà. Moi, quand je lis ça, avant de la connaître, je lis ces articles sur concéder. Et je me dis, merde, j'ai jamais envisagé les choses comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire si je me mets à essayer d'appliquer ça ? À me mettre, quand je suis en train de jouer à une table, en train d'être dans une opposition, dans un conflit avec un autre personnage, qu'est-ce que ça m'apporterait de décider dès le départ de céder aux arguments de l'autre ? Je me suis rendu compte en essayant de le faire, sur du jeu de rôle très traditionnel, parce que c'était sur du Donjons et Dragons, que ça me permettait de penser à la meilleure manière de céder aux arguments de l'autre, au meilleur moment pour avoir la meilleure scène possible et avoir la meilleure image de mon personnage possible à ce moment-là. Je veux pas que ce podcast se transforme en remarque sur le blog de Génie, mais non, moi, mais ce que je lis, quand je lis le blog de Génie... Et ça m'a transmis un geste, du coup, ça m'a transmis une pratique. Tout à fait, voilà. Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord aussi. Le truc, en fait, c'est juste que quand je lis le blog des Génies, moi, ce que je vois, c'est une débutante qui débute dans le jeu de rôle, qui découvre le jeu de rôle et ses pratiques. Et elle nous décrit comment elle vit la découverte de ses pratiques et compagnie. Mais ça, cette phase où on a découvert le jeu de rôle et où justement on a appris à concéder, à laisser du terrain à l'autre, à laisser parler l'autre. Non, je suis pas d'accord avec toi, Mike. Je suis pas d'accord avec toi. Tu es en train de dire systématiquement, elle découvre, elle y connaît rien, etc. Non, pas du tout, au contraire. C'est ce que tu dis. C'est pas ce que tu veux dire, mais c'est ce que tu dis. C'est pas du tout Moi, ça. Ce que je vais te dire, c'est que oui, peut-être que c'est un regard de quelqu'un qui découvre, mais c'est un regard qui vient d'un point de vue différent. Et comment un regard neuf. Voilà, c'est bien neuf. ça. C'est important de le dire. Ouais. Et comment expliques-tu ? Tu étais en train de dire, on a tous eu cette phase de découverte, apprendre à céder aux autres. Comment expliques-tu que moi, avec 30 ans de jeu de rôle quasiment, il y a 2 ans, j'apprends ça. Te souviens-tu de comment tu étais quand tu as découvert le jeu de rôle ? Parce que moi, quand je lis le blog de Génie, ça me rappelle mes premières parties de jeu de rôle. Où je découvrais en fait et j'avais le même rapport. Romaric, pas du tout. Moi vraiment. Parce qu'on n'est pas de la même génération. Moi je suis d'accord avec Romaric sur le point où quand je lis le blog de Génie, j'ai l'impression de reconnaître plein de frustrations que moi aussi j'ai vécues à mes débuts. Mais sauf que Eugénie, le Romaric, là où tout le monde fait le dos rond, baisse son pantalon et tout ça. Eugénie, elle décide de dire, il y a peut-être un problème, il y a peut-être d'autres moyens de faire que ce truc traduit. Mais comme je le disais à Eugénie au cours, ça fait des années qu'il y a un problème. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Par exemple, quand j'interviewe Géraldine pour le podcast de Néphilim, c'est un podcast que j'ai pas pu diffuser sur l'antenne principale parce que Géraldine, en tant que débutante, n'arrive même pas à jouer. Les réflexions que j'ai entendues de Géraldine, je les ai lues sur le blog de Génie au départ. C'est-à-dire en fait, les rôlistes ne se rendent pas compte qu'ils ont un ensemble de traditions qu'ils ne disent pas, qui restent tais, et que quand tu es un débutant et que tu rencontres des rôlistes, eux, ils ont tout un tas de routines qui pour eux semblent évidentes, mais qui pour toi, en tant que débutant, est une falaise infranchissable. Je suis pas d'accord. Mon expérience ne va pas du tout dans cette direction-là. D'accord, non mais ça marche. Mais moi ce que j'ai le sentiment, c'est que ce qu'elle cherche à montrer à travers, c'est son enquête à travers justement l'exploration de parties. Faut lui demander, je pense pas que ce soit intéressant d'essayer d'interpréter ses objectifs sans lui poser la question, si tu veux. Pourquoi je suis pas d'accord ? J'ai eu parmi mes meilleures scènes de jeu de rôle, en tout cas les plus satisfaisantes pour moi, meilleures dans ce sens-là, des scènes avec des joueurs qui n'avaient jamais joué avant et qui justement étaient libérés de ces traditions. Et étant libérés de ces traditions, ils n'étaient pas cadrés à l'intérieur. Mais justement... Et je comprends pas pourquoi. Mon interprétation, elle fait justement de Génie quelqu'un de génial, parce qu'elle montre aux rôlistes. Non mais j'ai l'impression que on s'en fiche. Je veux dire, c'est pas la question. Laissons ça de côté et parlons plutôt de ce dont on parlait. Je te dis, on va pas épiloguer sur le cas. C'est hyper important. Et si, alors pourquoi c'est important par rapport au sujet qu'on a ? Parce que le truc en fait, c'est que le geste rôliste,
Ouais. Ce dont elle parle là, c'est justement de ça. C'est de sa pratique du jeu de rôle, de son geste, oui ou non? Peut-être. Moi, je pense. Je pense que moi, je le codifie. Moi, je le comprends comme des gestes, éventuellement. Effectivement. Et de l'étude aussi, et de l'observation également des gestes des autres. Oui, c'est bien probable. Oui. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais tu parlais pas de ça. Le lien de... Ah, mais tu parlais pas de ça. Tu parlais de ses objectifs. Donc, c'est un Alors, petit peu différent. Non, d'accord, ok. Moi, ce que je vois, moi, ce que je lui reconnais, en fait, et ce que je trouve très intéressant dans sa démarche, c'est que du coup, ça permet aux rôlistes routards de réaliser qu'en fait, ils sont pleins de gestes inconscients qu'ils pratiquent de façon et ça les invite à réfléchir sur leur propre déterminisme, si j'ose dire. Et ça, c'est très intéressant. C'est possible. C'est possible. Et donc d'une subjectivité d'arriver à une objectivité. Non. Mais non, pourquoi Eh ben parce que en fait, finalement, lorsque je vais commencer à parler de moi, en fait, les autres vont pouvoir effectivement s'y greffer. Et en fait, lorsque je parle de moi, je parle pour tout le monde, en fait. Moi, je donne ma pratique, je donne ce que je fais. Moi, je dirais plutôt à une altérité, sans parler de subjectivité. C'est-à-dire que tu vois comment l'autre vit sa partie de jeu de rôle. C'est ce que Eugénie fait. Elle explique comment elle vit des parties de jeu de rôle concrètement. Et du coup, quand je parle pour moi, en fait, je parle malgré tout au nom de. En fait, tu vois, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que pour moi, tu parles au nom effectivement de tout le monde. Oui, elle est intéressante cette question de la transmission. Et en fait, on pourrait se poser effectivement cette question-là. Il y a beaucoup de philosophes qui ont commencé comme ça, en disant je ne suis pas philosophe, mais je vais. Ouais, et lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, genre par exemple, moi je pense à Montaigne qui dit ce genre de choses, il parle de lui-même. Absolument. Et finalement il parle pour tous les autres. Et c'est bien ça en fait que je voulais mettre en lien tout à l'heure. Et effectivement, je trouve ça assez intéressant de partir d'une subjectivité pour arriver. Oui, mais justement, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'objectivité. C'est juste que tu étudies d'autres subjectivités pour découvrir des altérités. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui voyagent à l'étranger pour mieux comprendre leurs propres us et coutumes. Quand je lis le blog d'Eugénie, c'est ça que je fais. Oui. Je voyage dans un esprit étranger au mien de façon à comprendre mes propres déterminismes. J'ai pas lu ce blog, donc je pourrais pas. Mais tu vois, pourquoi le subjectif et l'objectif, tu vois ce que je veux dire, j'aime pas cette distinction parce que on peut pas objectiver on peut pas rendre objectif des pratiques. Les pratiques, ça se vit. Les pratiques, ça s'éprouve, ça s'expérimente. Tu vois ce que je veux dire, ce serait réducteur, Mathieu. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, ça serait quoi ? Ça serait pour mettre en évidence une subjectivité, pour mettre en évidence des pratiques que quelqu'un d'autre ensuite pourrait reprendre pour lui-même l'utiliser à sa sauce. Mais non. Un peu comme disait. Mais non, il faut inventer ses propres pratiques. Il faut les construire. Faut les construire, oui, voilà. Aussi. Oui, mais par contre, on les construit pas ex nihilo, par contre, du coup. C'est parce que je sais que telle et telle pratique existe avant que j'arrive à faire la mienne. En fait, en gros, grosso modo, c'est... Julien, il parlait de... C'est quoi que tu disais ? C'était par rapport à la pratique que tu as... le fait de concéder. Il faut que je sache, en fait, que concéder existe avant, donc qui est une espèce d'objectivité pour pouvoir essayer de me l'approprier, ensuite de le prendre, de me l'approprier et d'essayer de le faire à ma sauce, en fait, tout simplement. Lorsque je suis en partie. Je suis bien persuadé que beaucoup de monde... En fait, on est tous différents de ce point de vue-là. Dans le sens où... Julien. Dans le sens où, si tu veux, il y a certaines choses que je vais découvrir en lisant ces articles-là. D'autres, je vais les lire et je fais, mais c'est évident, ça fait 20 ans que je fais ça. Il y a des choses que je vais découvrir par moi-même, par l'expérience, par la pratique. Des choses que je vais découvrir en lisant des jeux, en appliquant ce qu'ils me proposent. Et des choses que je vais découvrir en lisant des conseils, des remarques, en écoutant des podcasts. Et moi, ma propre pratique, elle s'est nourrie à toutes ces sources. C'est vrai, non, oui. C'est la limite à mon propos de tout à l'heure, hein, de toute façon. Ouais. Parce que de toute façon, comme je disais, il suffit d'aller jouer à une table avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de jouer, de découvrir une pratique et de la ramener à sa table pour... Mais la remarque est hyper intéressante. On se nourrit tout le temps. Ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, c'est bon. La remarque est hyper intéressante au niveau de la rupture de transmission. Tu parlais des conseils MJ qui ont disparu au fil du temps, tu parlais des pratiques des gens qui te disent « mais nous, ça fait 20 ans qu'on joue comme ça » et en fait, tu l'as lu nulle part. Effectivement, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans les générations qui se sont succédées, avec notamment la génération à laquelle tu appartiens un peu, et puis ceux un petit peu après toi, qui n'ont pas reçu... Oui, Jérôme, pardon. Qui n'ont pas reçu la transmission de la part de ma génération ou de la génération d'avant. Ouais. On a eu une période dans le jeu de rôle où on s'est renfermé sur nous-mêmes et où on a cessé d'aller exporter nos idées, où on a cessé d'aller dans les clubs. Enfin, il y avait plein de sites internet, hein, pourtant. Le MJ, il a toujours raison. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. J'ai bien compris ça. Après avoir appliqué des conseils de merde pendant 4 ans...
Mais peut-être que ces conseils sont utiles parfois. Bon, j'aimerais revenir sur un truc. J'aimerais revenir sur l'origine de toutes ces réflexions, quand même, parce qu'on l'a pas dit. Voilà, je voulais ça commence à autre chose. Voilà, ça commence à me peser de pas l'avoir dit. J'avais une question là-dessus. Ah bah, tu poses ta question si tu veux. Justement, est-ce que, non, vas-y. Bon, alors l'origine de ces réflexions sur le geste, elle est évidemment multiple, mais ce qui a été déclencheur, c'est une discussion que j'ai eue sur les défunts ateliers imaginaires aujourd'hui avec Frédéric Sintès, à propos d'un terme utilisé dans le glossaire imaginarien qui est la compensation. Ah, voilà. On va retomber sur la compensation. Alors, la compensation, telle que je la retiens aujourd'hui, je n'ai pas relu la définition un petit peu volontairement pour essayer de voir comment je l'ai retenue, en fait. Ouais, c'est bien. Et la compensation, telle que je la retiens aujourd'hui, c'est le moment où, en jeu de rôle, tu es obligé de suppléer aux règles pour pouvoir continuer à jouer. D'accord. Voilà. Tu es obligé d'apporter des éléments qui ne sont pas des éléments du jeu pour pouvoir jouer au jeu, que ce soit en transformant ce qui s'y fait, ou que ce soit en ajoutant des choses qui ont été oubliées, etc. En comblant le flou, etc. Le problème que m'a posé... Je ne sais pas ce que dit la base à ce sujet. Bon, on va faire comme ça. On peut le relire ce soir, brièvement et voir. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu, et ce qui m'a crispé, et ce qui m'a hérissé sur le moment, c'est... Mais attends, ça veut dire que les jeux où tu compenses, c'est des mauvais jeux, parce que la définition était devenue très péjorative pour moi. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui apporte sa propre pratique dans un jeu, en fait, le jeu est mauvais. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il y a des compensations qui peuvent être, au contraire, une expression de la créativité du joueur, une expression de l'art, entre guillemets, du participant, de la même manière que tu vas utiliser des outils pour fabriquer quelque chose. Et j'en reviens à mon côté pratique, à mon côté prof d'enseignement pratique, etc. Si tu veux. Et là-dessus, on discute avec Frédéric et on parle, et puis on finit par arriver à un moment où il m'explique que non, c'est pas forcément négatif, que notamment lui, il a un mode de jeu très intéressant qu'il appelle la catalyse, dans laquelle il t'explique que quand tu as un jeu qui est très clair sur ses propositions créatives et que tu joues volontairement dans la direction du jeu, tu vas augmenter l'effet produit et donc tu vas avoir un meilleur résultat. Et ça, c'est exactement ce que je vous ai décrit tout à l'heure pour la synergie. Pour moi, la catalyse de Frédéric Sintès, c'est une forme de synergie et je pense qu'il en existe d'autres. Voilà. Donc voilà d'où ça vient tout ça pour moi. D'accord. Et c'est très intéressant, ça permet aussi de faire le lien avec le titre, parce que jusqu'à maintenant on parlait beaucoup de gestes rôlistes, on n'a pas beaucoup parlé de compensation. Ça c'est intéressant. Alors effectivement, a priori, pardon Jérôme. La compensation, alors moi je la comprends aussi différemment, c'est quand tu... Vas-y, je t'en prie. Par exemple, on parlait hier de nos campagnes respectives de vampires. Hier soir, on parlait des histoires d'amour que Romaric a vécues avec son trémère. Ouais. Et en tant que salubrien, c'est ça qui est fort. Est-ce que Vampire est un jeu bien pour faire des histoires d'amour? Parce que c'était une histoire d'amour extraordinaire, telle que t'en parlais, Romaric. Oui, mais à ce moment-là, vous compensiez. Parce que vous n'utilisiez pas le système de jeu. Eh bien non, mon cher Jérôme, c'est un mauvais exemple, malheureusement. Vous utilisiez les règles de séduction du jeu? En fait, Karim, qui jouait le Trémère, qui m'avait donné à une époque des custodes de sang. Et en fait, dans les custodes de sang, en fait, il avait mis ses propres sang, son propre sang. Exemple. Et donc du coup, j'avais un lien de sang avec lui, et c'est pour ça en fait que je suis tombé amoureux de lui. Et donc du coup, il y avait tout ce jeu entre nous, c'est-à-dire que je ne savais pas si je l'aimais parce que j'avais des liens de sang avec lui, ou si je l'aimais parce que et puis la réciproque aussi. Aujourd'hui encore, je n'ai jamais osé demander à Karim, est-ce que ton personnage de vampire était amoureux de mon salubrien ou pas? Je ne lui ai jamais demandé. C'est intéressant. Je veux que ça reste secret. Je veux que. Du coup, vous n'étiez pas en train de compenser du coup pour le coup, effectivement. Je vais prendre ton exemple sur Vampire et je vais reparler du contrat social dont je parlais tout à l'heure. Je me suis rendu compte que quand j'entendais les gens parler de Vampire, ils parlaient d'un jeu qui fonctionnait pas, qui posait plein de problèmes et tout, et c'était pas mon expérience. D'où ça vient? Ça venait du fait qu'on avait pris l'habitude à mes tables, dans le milieu dans lequel j'étais à ce moment-là, de poser une espèce de proto-contrat social au départ en disant à quoi on va jouer, etc. Ça n'était pas explicitement indiqué dans le jeu, même si les règles, il y a des choses qui, dans les conseils OMJ, te disent définissez les différentes adversités, etc. Bon, on posait ça. Donc on compensait. On compensait parce que c'est pas prévu par le jeu. On compensait parce que ça nous permettait de pallier une faiblesse du jeu, et de réussir à y jouer quand même, quoi. La question est, est-ce que ça fait de Vampire un mauvais jeu, ou est-ce que ça veut dire qu'on avait appris à y jouer? Mais tu vois, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que quand tout à l'heure je parlais d'Eugénie comme débutante, j'ai bien vu que tu t'as tiqué, que tu t'es dit c'est péjoratif dans ma bouche. Non,
nous sommes tous des débutants sur chaque jeu que nous pratiquons. Ah, d'accord. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, en fait, mais c'est ça. Nous sommes des débutants quand nous abordons un nouveau jeu. Ça y est, j'ai compris. Le cœur du problème, il est là. T'as cru que je disais, ouais, une amatrice débutante. Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous sommes tous débutants sur nos propres jeux. Et donc, sur chaque jeu, même sur les nôtres. Et donc, le geste rôliste, pour moi, c'est la différence entre celui qui débute à jouer à un jeu et celui qui le maîtrise au sens où il n'en est plus le débutant. Et donc c'est pour ça que je trouve très intéressantes les réflexions d'Eugénie et pourquoi je vois le lien avec ce truc, c'est parce que Eugénie nous apprend sa démarche compensatoire, si j'ose dire, c'est-à-dire comment elle va apprendre à maîtriser un jeu. Elle commence au départ, elle ne connaît pas le jeu et elle nous explique avec la subjectivité, c'est-à-dire en focalisation interne toujours, comment. Alors que des gens comme Fred, comme moi, comme Fabien, par exemple, quand on fait de la théorie, on a une vision plus... on essaye en tout cas de tendre à l'objectivité dont parlait Mathieu tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'on essaye de parler de la pratique de la table en règle générale, comme si, tu vois, ça faisait un ensemble, ça faisait système, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, il n'y a même pas vraiment de différence d'opinion en fait. Non, il n'y a pas de différence. En fait, il y a juste un changement de paradigme. Oui. Là où un paradigme s'intéresse principalement au jeu, l'autre s'intéresse principalement aux joueurs et aux joueuses. Exactement. C'est ça. Et pour moi, ce ne sont pas des paradigmes en plus antagonistes. Non, c'est complémentaire. D'ailleurs, c'est ce que au cours de la conférence sur les Utopiales où on était ensemble avec Eugénie, on avait vu à un moment donné avec Eugénie, on avait constaté que quand Eugénie parlait, il y avait une partie du public qui l'applaudissait. Quand je parlais, il y avait une partie du public qui applaudissait. Et à un moment donné, on a été obligé de faire la réflexion, c'est enregistré. Mais nous ne sommes pas en opposition. Arrêtez. C'est-à-dire qu'il y avait on avait l'impression qu'il y avait une espèce d'antagonisme entre les théoriciens d'un côté que je représentais ce jour-là et les gens les promoteurs de la pratique par la subjectivité comme peut l'être Eugénie, qu'il y avait une opposition. Et nous, avec Eugénie, on se regardait, on se dit mais putain, on n'est pas opposés, on dit la même chose, à savoir la pratique du jeu de rôle est importante, le jeu de rôle, l'activité rôliste n'est rien d'autre qu'un ensemble de pratiques et c'est ça qui compte. Mais c'est ce que dit Ron Edwards, c'est ce que dit La Forge. Donc, en fait, mais c'est juste que nous, on l'abordait sous l'angle des théories, sous l'angle du créateur de jeu, ce qu'elle dit, mais je ne suis pas MJ, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêtez de voir uniquement votre vision de créateur de jeu et justement, prenons la position du joueur. Mais dans le fond, il y a une volonté d'arriver au même point, à savoir que les pratiques s'expriment. J'aimerais revenir sur... à moins que Jérôme, tu voulais rebondir juste là-dessus ? Non, c'est encore autre chose. D'accord. Vas-y. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le joueur débutant, le joueur qui maîtrise, débutant au sens je débute sur un jeu. Débute sur un jeu, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ces apprentissages, tu vas pouvoir, et c'est pour ça que je parle de gestes, tu vas pouvoir et que je les détache ces gestes des jeux et qu'après je regarde comment les gestes interagissent avec les jeux. La compensation, quoi. Ouais. Que je préfère appeler synergie et antagoniste parce que ça me paraît plus clair et moins péjoratif. Bon, voilà, c'est mon vocabulaire. Ces gestes, tu vas les porter d'un jeu à l'autre. C'est des pratiques que tu vas emporter avec toi. Ouais. Voilà. Et qui vont faire système 0 pour... Qui peuvent faire système 0 pour Brand. Non, mais c'est très très bien. J'avais pas pensé exactement à ça, mais c'est super. Faudra que je le rajoute. Mais la culture de la question aussi. La culture de la question. C'est un de tes podcasts récents, Julien. Oui, tout à fait. Ouais. Où on voit comment on a appris, on voit comment on a appris à poser des questions. Et récent avec Apocalypse World notamment. Voilà, avec Apocalypse World, comment on a appris à poser des questions et comment en posant des questions dans des jeux qui ne le prévoyaient pas ou qui n'y avaient pas pensé, on peut améliorer l'expérience de jeu, quoi. On rappelle que la culture de la question, c'est que jadis, en fait, dans le jeu de rôle, il y avait une seule question, c'est le fameux « qu'est-ce que vous faites ?» Et que progressivement, des jeux comme Apocalypse World notamment ont ajouté d'autres types de questions. C'est que normalement, les questions étaient dans un sens unilatéral et la seule que le MJ posait aux joueurs, c'est « qu'est-ce que vous faites ?» Sinon, c'était les joueurs qui demandaient tout le temps « est-ce qu'il y a une table ? Est-ce qu'il y a un lustre ?» Et en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a un lustre ? Je sais pas, est-ce qu'il y en a un ? Le MJ qui renvoie la question aux joueurs ou qui va leur demander tiens, est-ce qu'il y a un lustre dans la pièce ? Oui, puis d'autres types de questions aussi. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce que pense ton personnage à ce moment-là, par exemple ? Voilà, absolument. C'est ça tout à fait. Et ce qui est très très intéressant avec ça, c'est qu'on en revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme. Il y a des gens, des tables, qui jouent comme ça depuis le début. Des années, mais bien sûr. Mais qui n'ont pas transmis. Donc la question de la transmission, je te dis, c'est vraiment une vraie question, quoi. Est-ce qu'on transmet par des jeux ? Est-ce qu'on transmet par des pratiques ? Est-ce qu'on transmet par des blogs ? Je pense qu'on transmet partout. Mais tu sais pourquoi, Jérôme ? On transmet partout, mais justement, tu vois, moi, alors j'ai une autre critique qui vient de me venir en tête. Des fois, moi, quand je lis le blog de Jenny, désolé de revenir là-dessus, non mais je suis jaloux
Je vois ce qu'elle raconte et je me dis mais c'est formidable ce qu'ils font avec des systèmes avec lesquels je serais incapable de reproduire ça avec mes joueurs. Et c'est pour ça que moi je suis partisan, et c'est vraiment pour ça que tout à l'heure je disais que c'est idéologique. Je suis partisan de la création de jeux. C'est pas parce que je pense que c'est mal ou quoi, l'école d'en face. Non, c'est que moi je suis partisan j'aimerais bien avoir accès aussi par le biais des jeux et pas simplement par le biais des conseils. Et souvent, c'est la culture de la performance personnelle, etc. Et la culture de l'écriture de jeu est pas dominante. C'est super. Ah, c'est intéressant ça. Moi, je pense que j'ai un point de vue qui est biaisé parce que je suis parisien depuis le départ et que j'ai jamais quitté Paris pour vivre ailleurs, et que j'ai donc toujours été dans un environnement où je pouvais rencontrer des joueurs, et si j'en avais marre de la table à laquelle j'étais, je pouvais aller en rencontrer d'autres. Et donc j'ai jamais eu de rupture dans la continuité de la transmission. Il y a des choses que j'ai ratées, qui se sont développés dans le milieu, comme l'émergence des jeux forgiens, je l'ai raté. J'ai vu d'autres choses en parallèle, j'ai vu d'autres choses avant, après, etc. Cette émergence-là, au moment où ça a eu lieu, je l'ai raté. Je l'ai rattrapé après, grâce au podcast, notamment le podcast de la cellule, il faut le dire, et à d'autres lectures, etc. La transmission, elle s'est faite comme ça. Elle s'est pas faite par la lecture des jeux. Donc, si moi j'ai eu cette expérience-là de non-rupture de la tradition orale et de découverte de nouvelles pratiques par l'écoute de podcasts plus que par la lecture de jeux, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible, et ça biaise forcément mon point de vue. D'un autre côté, il y a d'autres pratiques et d'autres méthodes que j'ai découvertes vraiment en lecture de jeux. Donc, et moi, j'ai le bien inverse. Moi, j'ai découvert beaucoup avec des jeux, donc... Moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument les deux. Mais oui, parce qu'on peut en parler beaucoup. Un des points essentiels de Christophe Buckley quand Silent Drift sort, c'est arrêter de parler, jouer à Dogs in the Vineyard pour comprendre la révolution forgienne. Parce que, enfin, il dit pas ça, hein, mais là, je lui prête des mots qu'il n'a jamais dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous encourageait vraiment à faire. Pourquoi il encourage à faire des rapports de participation avant de discuter de théorie sur Silent Drift à l'époque? C'est parce que justement, il pense qu'il n'y a que en jouant que l'on peut vraiment comprendre les pratiques des autres et comprendre en quoi les choses sont révolutionnaires. Alors, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. La première question, c'est souvent, on reproche au podcast de la cellule et aux théoriciens qui passent, dont toi, du coup, maintenant, Julien, de beaucoup jargonner. Pourquoi utiliser le geste rôliste plutôt que la pratique du jeu de rôle ? Alors ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée, qu'on m'a beaucoup fait remarquer aussi. Parce qu'il y a peut-être une différence, tu vois. C'est pour ça que je te pose la question. Pour moi, il y a une différence, mais je suis absolument ouvert à changer le terme si on m'en trouve un meilleur. Moi, je suis pas attaché à ce terme. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que ça renvoie vraiment à ce geste de l'artisan. De le geste de l'artisan. Voilà. Qui est cette mise en pratique d'une procédure qu'il a appris, mais en l'adaptant à ce qu'il est en train de faire. C'est l'élégance du geste. Tu vois ? C'est la notion d'élégance du geste qui me plaît là-dedans. Alors, c'est un affect. C'est un affect pur, simple, net. Souvent, tu dis le geste, rarement les gestes. Tu mets une majuscule à geste ? J'y mets presque une majuscule et je pense que c'est pour ça que je suis attaché au terme. Et à mon avis, c'est une connerie. C'est pour ça que moi, je sais pas pourquoi j'avais lu la geste rôliste. Non, mais à mon avis, c'est une connerie. Hein. Oui, bah peut-être ou peut-être pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Voilà, c'est tout. Quand je dis le geste, mais je pense à des gestes. Quand je dis le geste, mais je pense à des gestes. Mais avec chacun une majuscule, tu vois. Parce que voilà. moi, je suis. Tu relises quand même. Hein. Moi, je suis dyslexique, donc j'ai lu tout un article sur le geste rôliste en lisant la geste rôliste. Et pourquoi ? Je pense parce que c'est lié à des discussions que j'ai eues avec Mathieu Gaborit sur le sujet justement du geste de l'artisan. Et donc du coup, parce que tout ce que tu es en train de dire là, ça me fait penser à Agone en fait. Parce que Mathieu Gaborit, lorsqu'il écrit Agone, il veut mettre en valeur et mettre dans un livre de fantasy en fait le fait que le geste de l'artisan, le maçon qui construit son escalier en fait, peut être sublimé à tel point qu'il en devient magique. C'est ça l'idée de l'art magique en fait. Donc, c'est pour ça que la geste rôliste, ça me fait penser à God. Tu ne trouveras pas chez moi d'extension mystique jusque-là, mais je comprends très bien. Et dans le cadre d'un jeu, j'adore ça. Voilà. Alors le problème du coup que ça implique, c'est que généralement on dit qu'il y a des bons artisans, des mauvais artisans, parce qu'il y en a qui ont le bon geste et d'autres qui l'ont pas. Et c'est là qu'on peut glisser, dans ce qu'on veut pas. Alors, mais tu n'as pas répondu à ma question. Pardon. Pourquoi employer ce mot-là plutôt que la pratique du jeu de rôle, tout simplement? C'est juste parce que tu trouves ça plus beau. Parce que je pense que la pratique... Alors, déjà, il ne faudrait pas dire la pratique, il faudrait dire les pratiques. Une pratique. Et dire une pratique de jeu... Très bien. Ça me va pas tout à fait. Et puis, comment dire, moi, je t'ai expliqué d'où venait le mot, et c'est vrai que j'identifie ce mot-là. Dire la pratique ou une pratique, est-ce que j'ai une pratique de telle ou telle chose ?
pourquoi pas. Je suis pas opposé à ça du tout. Simplement, il n'y a pas la même résonance pour moi, et je pense que c'est très personnel comme choix. D'accord. Est-ce que tu dirais maintenant une autre question pour parler un petit peu aux gens qui font de la création de jeux comme moi, en fait, c'est une question qui est très personnelle. Est-ce que tu dirais que du coup le bon jeu, un bon jeu ou un jeu correct et fonctionnel, c'est celui justement qui va aider le débutant à trouver son geste? Ah ben parfaitement, c'est à propos de synergie et d'antagonisme, qui est donc le deuxième article que j'ai commencé à écrire sur le sujet. J'en viens à me poser la question, est-ce qu'un bon jeu, c'est un jeu qui indique les gestes à appliquer, qui indique la méthode pour trouver ces gestes? C'est ça. J'ai tendance à penser que oui, et alors c'est très rigolo, enfin oui et non. Pour être clair, je pense qu'il y a les deux possibilités. Tu peux avoir un jeu très focalisé qui t'indique exactement les gestes, et donc quand tu vas les appliquer, tu vas apprendre des choses, tu vas avoir une expérience qui va être complètement reproductible et qui va être très bien. Et puis tu as des jeux qui vont être moins clairs et qui vont être moins bons pour la transmission, qui vont être moins bons pour la production d'une partie qui soit systématiquement bonne, mais qui vont laisser plus de liberté aux joueurs pour appliquer leurs gestes sans entrer en antagonisme. Alors l'idée, ce serait que je comprends parfaitement. L'idée, ce serait qu'un jeu hyper focalisé, un jeu où je dis hyper focalisé, disons un jeu qui soit très très clair dans ses propositions, etc., va te proposer de jouer d'une certaine manière. Et tu as une manière de jouer en catalyse avec ce jeu, pour reprendre le terme de Frédéric, parce que là j'en parle. Il y a des et tu as des jeux plus larges où tu aurais plusieurs manières d'y jouer. Alors, est-ce que je peux traduire ça autrement? Tu as des jeux qui encouragent à opter pour un geste donné ou des gestes donnés, et tu as des jeux qui te permettent d'exprimer tes gestes. Ah, c'est très bien dit. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, et moi là, je pense tout de suite à deux types de jeux. Je pense à des jeux très, on va dire, ciblés, comme par exemple Sphinx de Fabien Hidvine, où tu es très cadré et donc du coup tu obtiens un geste donné. Et des jeux beaucoup plus larges qui te permettent d'exprimer beaucoup plus de gestes, comme les jeux de Thomas Munier par exemple, dans lesquels, comme les règles sont plus lâches, plus souples, du coup chacun peut appliquer ses propres pratiques et ses propres routines au cours de ces jeux. Ce qu'on reproche souvent... Oui, vas-y, je t'en prie, Jérôme. J'ai l'impression que c'est un peu plus complexe que ça, parce que il y en a un où tu dis il y a des jeux qui vont t'imposer, enfin je caricature, mais qui vont t'imposer certains gestes. Non, qui vont t'apprendre leurs gestes. Voilà, et d'autres qui vont te laisser appliquer les tiens. Ça, pour moi, c'est plutôt l'OSR. On n'est pas loin. Alors en fait, j'allais pas à l'OSR. Parce que Julien a dit te laisser trouver tes propres ou inventer. Te trouver tes propres gestes et plusieurs façons de jouer. En fait, tu peux même opposer. Tu peux même opposer Forgien et Tradi. Toi, le curseur, on peut encore le bouger. Vas-y, je t'en prie, Julien. Tu peux même opposer Forgien et Tradi. Le traditionnel. Je prends Donjons et Dragons, la base de la base du traditionnel. La critique forgienne d'un jeu comme ça, alors peut-être que D&D c'est pas le bon jeu. Mettons Vampire. La critique forgienne du jeu, c'est le jeu me dit pas ce que je vais jouer. Oui, donc je sais pas ce que je vais jouer, donc ça va foirer, c'est dysfonctionnel. D'accord. Ok, dans cette grille d'analyse, parfait, je suis d'accord. Ok. Maintenant, si j'applique une autre grille d'analyse, Vampire, c'est un jeu qui va me permettre de jouer de différentes manières. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. Et en tant que praticien, je peux apprendre des méthodes qui fonctionnent. La critique, c'est oui, mais tu compenses. Je dis, oui, d'accord, et alors Et c'est là que je vois la différence, si tu veux. Il y a des jeux dans lesquels... Alors, ça, c'est vraiment pour prendre la caricature. Et après, effectivement, est-ce que c'est mal d'avoir un jeu qui te permette de t'exprimer de cette manière-là? J'aime beaucoup ce que tu disais sur te guider et t'apprendre de manière à avoir vraiment ce que tu veux. Et tu as aussi une part de créativité et d'expression dans ces jeux-là, c'est évident, mais qui est focalisé sur un aspect. Alors que d'autres jeux... En fait, je vais même aller jusqu'à la distinction entre... ça c'est Vivien Féasson, le jeu et le jouet de rôle. T'as le jeu de rôle qui te propose une expérience donnée, et t'as le jouet qui te donne des outils, puis après tu joues avec. Et pour moi, j'en viens presque à penser qu'un jeu tradi, c'est un jouet, et que quand un créateur me donne un scénario, le jeu, c'est le scénario. D'accord. Et c'est en utilisant le jouet dans le cadre du jeu que je vais produire une partie. Voilà. Bon, alors ça, c'est des réflexions, je suis pas sûr qu'elles soient abouties ni rien, mais c'est ce qui me vient en tête depuis quelques temps sur le sujet. C'est intéressant. Enfin, moi, ça résonne pas mal. Là, tout de suite, je suis assez d'accord. Ouais. Après, voilà, c'est... Ouais. Okay. Mais alors, encore une fois, question, moi j'invite tous les auditeurs qui ont des remarques à faire à ne pas hésiter à les faire. Si vous trouvez que vous, autour de la table, et les gens qui nous écoutent, que ce que je dis
c'est débile, c'est n'importe quoi, mais allez-y. Non, on essaye d'apprendre. Moi, je cherche. Moi, là, j'ai la sensation d'apprendre à parler le poire. C'est-à-dire, j'ai la sensation d'essayer de rentrer. En fait, je veux rentrer dans ta théorie en apprenant la façon, l'usage que tu donnes à ces mots. Et donc, j'essaye de te parler. Et puis, tu me dis, ouais, là, t'as compris ce que je veux dire. Là, t'as pas compris. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut se comprendre, en fait. Et donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise théorie. Il n'y a pas à t'améliorer. C'est-à-dire que pour moi, comprendre comment tu marches en tant qu'auteur, c'est d'abord donner des armes pour d'autres auteurs qui voudraient marcher dans tes pas, et ensuite c'est aussi apprendre à mieux comprendre tes jeux et donc pouvoir mieux les étudier, pouvoir mieux et t'aider aussi, parce que pour aider quelqu'un il faut d'abord à le comprendre ce qu'il veut faire. Fais gaffe, parce que quand tu dis ça, Romaric, ta posture là, elle peut être prise, je le prends pas comme ça parce qu'on est face à face, hein, mais elle peut être prise comme hyper condescendante. Ah bon, pourquoi ? Parce que, écoute, je vais te comprendre pour t'apprendre un peu la vie et t'aider. Non. Pour marcher avec toi. Ouais, pour marcher dans tes pas, c'est quand même. Non, mais. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Je fais la remarque, ça me vient en tête. Putain, c'est marrant. Bah, tu vois, comme quoi, vraiment. Tu vois, c'est pour ça qu'à mon avis, on me fait des remarques sur t'es paternaliste, moralisateur. Ouais. Après, moi, je suis ravi de discuter avec tout le monde. S'il faut en passer par une période de définition, toi, t'es très fort pour ça, donc c'est nickel parce que ça m'aide à clarifier mes pensées de toute façon, comme toute discussion permet de le faire. Encore une fois, peut-être que je m'engage dans une voie qui n'apportera pas d'autre chose que ce que j'ai déjà dit. Mais c'est génial. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout, mais oui, mais complètement. C'est-à-dire que là, t'es en train de dire, peut-être que mes réflexions n'aideront que moi-même. Mais bien sûr, et tant mieux, parce que si ça t'aide à produire tes propres jeux, bah tant mieux. Mais ça m'aide. Voilà, donc c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ? Si ça t'aide, c'est bon. Et si ça t'aide toi, c'est que ça peut aider nos auditeurs. Et moi, donc, je veux qu'on. Voilà, ce que j'aimerais, c'est que on parle plus le poire. On utilise, qu'on se penche sur ce genre d'idées. Qu'on se penche sur la pratique et sur la façon dont on peut utiliser cette pratique, transmettre cette pratique et ces pratiques du coup, et comment on peut faire pour les faire entrer dans un jeu et pour les extraire du jeu, comment on peut faire et comment on peut envisager les choses, d'avoir une table qui est en train, une table qui fait une partie de jeu de rôle, elle ne joue pas au jeu en fait. Elle joue à sa propre version du jeu. Une autre question qui peut se poser, c'est à quel endroit est la frontière ? Quand est-ce que tu arrêtes de jouer au jeu ? Mais c'est la question que tu posais dans un de tes podcasts, c'est-à-dire toute partie de jeu de rôle est-elle une trahison ? C'est ça, c'est-à-dire. C'était pas ma question. Il y a un autre truc, c'est que par exemple, j'entends souvent des théoriciens comme Fred et Fabien dire qu'on apprend à jouer à des jeux forgiens aussi. Quand ils disent qu'ils ont appris à jouer à Dogs, qu'ils ont appris... Parce que Dogs, mine de rien, moi je sais, pour y avoir joué avec Fabien, Flavie et Frédéric, qu'on a beaucoup compensé sur Dogs. Il y a des règles qu'on n'applique concrètement pas. Il y a des choses sur les règles, sur des retombées, où je ne sais pas, moi j'ai pas été meneur de Dogs, mais j'étais que joueur. Mais voilà, je sais concrètement, il y a des règles qu'ils n'appliquent plus, parce qu'ils estiment que le jeu a vieilli. On entend souvent d'ailleurs Flavie dans le podcast de la cellule dire que Dogs, elle y a rejoué récemment et que ça a vieilli. Donc voilà, je pense que la compensation n'est pas l'apanage des mauvais jeux. Pour reprendre le truc que tu disais au départ, je pense que c'est juste comment, en fait. Puis la Forge avait bien identifié ça, c'est-à-dire que dès le début, c'est qu'en fait dès le départ, la Forge identifie deux choses : les règles telles qu'elles sont inscrites dans le livre et le système tel qu'il s'applique à la table. J'ai la sensation que ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure, avec la compensation et le geste rôliste, c'est la transition entre ces deux étapes. Comment on passe de la règle qui est inscrite avec des propositions écrites en français dans un livre de jeu de rôle, sur un CD, dans un podcast, que sais-je, dans la base, comment est-ce qu'on passe de ces règles à le système de jeu qui va s'appliquer ce soir ? Et comment on passe du système aux règles ? Et si c'est ça la compensation, c'est pas un gros mot. Je veux dire, c'est pas parce que c'est obligatoire. On peut pas passer directement de la règle à la partie. On n'est pas dans un jeu vidéo dans lequel les règles sont appliquées par une machine. On est dans un jeu qui se repose sur l'interprétation comme au théâtre. On ne peut pas passer directement du livret à la pièce. Il faut l'interprétation d'un metteur en scène et des acteurs pour nous permettre d'avoir accès au travail. Là, c'est pareil. Donc, il faut la compensation. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je comprends. Julien, est-ce que je fais erreur quand je parle comme ça ? Est-ce que tu trouves que tu me corrigerais ? C'est une bonne question. La badine ou pas la badine ? Non, de toute façon, pas la badine. Au pire 2 heures de colle. Écoute, Julien, quand tu parles comme ça, je trouve que tu es un petit peu moralisateur. Absolument.
Mais je te signale que je suis le plus vieux autour de cette table. Ah, voilà. donc alors, écoute, moi ça me parle. Moi ça me parle. Et puis ce qui me parle aussi, c'est en fait ce qui m'a gêné dans l'histoire de compensation, c'est l'a priori négatif qui est lié. Et c'est pour ça que ça m'a remué. Ça m'a remué et ça m'a poussé à me dire, mais bon sang, arrêtez de ne considérer le jeu de rôle que à l'aune des auteurs et de ne considérer que les gens qui apportent au jeu de rôle, ce ne sont que les auteurs. Après, quand vous dites joueurs, MJ, écrivez vos jeux, transmettez-nous votre pratique. Alors effectivement, participants, voilà. Participants, écrivez vos pratiques. Ok, moi je dis très bien. Et moi, ce qui m'intéresse, j'ai l'intérêt, si tu veux, moi j'ai l'image de la compression-décompression d'informations. Ouais, exactement. Ça m'intéresse vachement de décompresser un jeu pour le faire fonctionner à une table. Unzipper, dirait Fabien. Ouais, voilà. Fabien, il parle d'unzipper. Bah, voilà, tu vois. Du coup, c'est peut-être chez lui, je l'ai entendu. Ouais. Et d'un autre côté, en tant que game designer, ça m'intéresse aussi énormément de voir comment je peux prendre ma partie, hop, la froisser et la mettre dans mon bouquin. Voilà. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une forme d'antagonisation des postures, là. C'est-à-dire qu'on a j'ai eu l'impression que les rôlistes ont antagonisé la posture d'Eugénie et la mienne, par exemple, ou la posture d'Eugénie et celle de Fred Synthèse. Tu vois ce que je veux dire, qu'il y a une espèce d'antagonisation qui s'est fait. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que ça empêche d'accéder aux deux théories. Parce que les deux visent la même chose, à savoir la pratique, et l'expression de cette pratique, la clarté de cette pratique, la dissipation du flou. C'est-à-dire que l'un comme l'autre recherche arrêtons le flou et disons concrètement ce qu'on fait autour de la table pour mieux transmettre le jeu de rôle. Parce que derrière ça, il y a un enjeu majeur pour le jeu de rôle. C'est si un bon jeu, entre guillemets, permet de transmettre sa geste à son débutant, eh bien ça veut dire qu'il se transmet bien. Et un jeu qui se transmet bien, c'est un jeu auquel tu peux faire jouer ta grand-mère, auquel tu peux faire jouer ton papa, ta maman, ton petit gamin. C'est donc un jeu qui devient accessible à tous. Donc on est au contraire de ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire au contraire toi tout à l'heure Jérôme, tu disais j'ai une crainte d'élitisme en fait finalement, que ceux qui sont les plus experts dans le domaine soient seuls finalement à pouvoir jouer au jeu de rôle. Oui, à cause de problèmes de transmission. Exactement. Mais en encourageant la transmission comme tu l'as fait Jérôme au cours de ce podcast, c'est ça aussi que tu dis, c'est si les bons jeux sont ceux qui permettent de permettre aux débutants d'accéder facilement à leurs gestes, eh bien, ce sont donc ceux qui nous permettent d'apprendre à y jouer facilement. Donc, ce sont les plus accessibles. Et là, on sort de la crise du jeu de rôle. Vu que tu me réinvoques là-dessus, moi, c'est vraiment ça. En fait, j'encourage vraiment les personnes qui ont des réflexions sur le sujet. Après, si elles veulent pas, c'est pas grave. À écrire des jeux, quoi. Parce que des conseils, des descriptions de pratiques, il y en a eu plein pendant des années. Ouais. Mais un jour, Baker arrive et il dit quoi ? Le MJ, il fait pas ce qu'il veut. Il est obligé de taper dans une liste précise. Il a dû y réfléchir pendant longtemps, avoir une liste précise des actions que fait un MJ dans une partie quand même. Et il dit voilà, vous tapez que là-dedans. Vous, en fonction des résultats des jets des joueurs, vous ne lancez plus les dés. Et à partir de là, comme il a formalisé sa pratique, mais avec des règles, et là maintenant, on est en 2017, et en France, tout le monde est en train de dire « T'as vu Apocalypse World, c'est tout nouveau !» Moi, j'ai la sensation, comme le dit Jérôme là, que en fait, l'expression de ces pratiques et la codification, parce que là, ce qui est en train de dire, c'est même d'une codification à l'extrême d'une pratique, en fait, permet l'accessibilité au jeu de rôle, et donc permet ce que tous les rôlistes en fait espèrent, c'est-à-dire la massification, la démocratisation. Et je dis pas que tout le monde devrait faire des jeux comme ça ou que tout le monde devrait faire ça. Bien sûr que non. Mais l'émergence de jeux comme ça permet une transmission, je trouve, plus aisée. Parce que je suis assez d'accord. S'il faut être expert de tous les blogs, celui d'Eugénie, de Romaric Briand, de Frédéric Synthèse, de Fabien Yvain, de Jérôme S, de Poitiers, de Mathieu Mine et de Julien Poire pour pouvoir jouer au jeu de rôle, on n'est pas sorti de l'auberge et on va pas rendre accessible. Je sais pas, parce que s'il faut avoir lu 15 jeux de 15 auteurs importants pour pouvoir jouer, c'est pareil. Mais je suis d'accord avec vous. Non, je pense même que c'est ce qu'il faut éviter. Ouais, voilà. Je pense même qu'il est de la responsabilité des gens qui développent des concepts de les transmettre d'une manière ou d'une autre. Donc, tu vois, nous on dit c'est par nos jeux qu'on va le faire et c'est par nos jeux qu'on va. Et Eugénie dit moi c'est
en exprimant la façon dont le jeu de rôle tel que je l'ai trouvé, dirait Wittgenstein, pour décrire Eugénie. C'est exactement ça. Voilà. Wittgenstein parle d'Eugénie dans ses Oui, bouquins. tout à fait. Impressionnant. Dans le Tractatus alinéa 7. Ok, ouais, mais c'est ça, c'est la transmission. Et là où effectivement on est sur deux angles différents, c'est que je suis persuadé que la transmission n'est pas seulement écrite. Même si je suis persuadé que la transmission écrite est essentielle, si tu veux, et importante. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'activités que tu n'apprends pas dans un bouquin. Mais tu vois, la différence, je peux que être d'accord. Mais en fait, si vous voulez, c'est encore une fois, la distinction entre la règle et le système nous permet très bien de comprendre ce débat. C'est-à-dire que les règles, ce que tu nous dis, Julien, c'est les règles, vous pouvez être d'excellents auteurs, vos règles ne seront jamais suffisantes pour créer un système. Vous pouvez tendre vers le système idéal, pour la partie idéale, etc. de votre jeu. Vous pouvez y tendre, mais les règles ne seront jamais suffisamment saturées pour pouvoir tendre à ça. Et donc forcément, il y aura de la compensation. Il y aura forcément un mec qui va unzipper les règles et les traduire dans son langage à lui, pour sa table à lui. C'est très intéressant. Et vous n'êtes pas auteur à l'abri que des joueurs, par leur pratique, améliorent votre jeu. Et heureusement d'ailleurs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur De Mauvais Rêves. Hein. Clairement, sur De Mauvais Rêves, on joue. Je fais des tests et je me rends compte que ce que j'ai mis en place permet de faire des choses qui vont plus loin que ce que. C'est pas fondamentalement différent, mais qui vont plus loin que ce que je voulais. Et du coup, je me dis, mais c'est génial. Et si je l'avais pas testé, j'aurais jamais vu ça. Par contre. Et du coup, tu l'as formalisé. Et du coup, je l'ai reformalisé derrière. Exactement, c'est l'aller-retour permanent. Et ça, c'est la démarche qui me semble vraiment la plus intéressante. Voilà, moi je suis totalement d'accord. Ce qu'il faudrait éviter maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Il faut éviter que le geste rôliste soit l'excuse pour l'auteur de jeu de se reposer sur les meneurs. Est-ce que vous voyez le problème ? C'est-à-dire, pas que les meneurs, les participants. Les participants, voilà, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'un auteur de jeu se dise « Ah bah c'est facile d'écrire un jeu, je vais proposer de jouer une partie et je me repose sur le geste de la table. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'extrême inverse. Je veux dire, un des mecs qui pourrait écrire un jeu qui s'appelle Sens et dont le jeu prend la dimension par rapport à toute la communauté de Sens. Je te troll la volonté. Je sais pas, j'en sais rien. Non, mais c'est une boutade. Je réfléchis parce que... Est-ce que ça s'applique à Sens ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Voilà. Je pense que il faudrait pas. Mais pourtant, ça existe déjà les mouvances. Enfin, est-ce que c'est Vas-y. Il y a certains jeux de la mouvance OSR qui sont exactement ce que tu décris, des boîtes à outils avec des règles plutôt minimalistes, mais plein de petits outils, de petites bricoles pour aider le MJ à créer ses PNJ, ses scénars ou quoi. Non, c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pas mort d'homme. Mais si tout le monde fait ça, on ne saura plus ce qu'est le jeu de rôle. Oh. Ou on laissera à chacun définir ce que c'est. Oui, mais ça Est-ce que c'est grave qu'un fabricant d'instruments de musique un fabricant d'instruments de musique qui invente un instrument, est-ce qu'il doit fournir une partition avec ? Non, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable quand même. Ah bon ? Ben non. Ben non. Ah bah si. Pour moi, c'est comparable. C'est une analogie, donc il y a plein de défauts. Hein. Attention, on va pas se bien sûr, prendre au piège de l'analogie. De l'analogie, voilà. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y a personne qui joue du Térémine ? C'est une vraie question. Du coup, est-ce que c'est grave si tu fournis un outil, un objet, un système de jeu. Attention. Un système de jeu, ça peut être un instrument. Les règles d'un jeu de rôle ne te disent pas uniquement les règles, elles te disent aussi comment t'en servir. Justement, c'est ce qu'il faudrait éviter. J'espère. Donc elle te fournit la partition aussi, ce qu'on appelle un scénario parfois. Tu vois. Pour continuer ton analogie. On est d'accord, mais est-ce que c'est grave d'avoir des jeux qui ne te fournissent que l'instrument, qui seraient des jouets? Ouais, non, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Mais effectivement, si on a que ça, on va nulle part. Le problème, voilà, c'est ça. Même pas des jouets, des jeux, quoi. Enfin, moi, Oui, non, mais c'est pas péjoratif, jouer pour moi. D'accord. C'est vraiment pas péjoratif. Ah non, pas du tout. Au contraire. Au contraire, je pense. Au contraire, même, je pense. C'est même le contraire, parce que un jouet, c'est quoi ? C'est les Playmobil et les Lego que t'as pris, ou Minecraft aujourd'hui, parce que tous les gamins ils jouent à Minecraft. Enfin, en tout cas, tous les élèves que j'ai eus. Tu prends tes Lego et tu te racontes des histoires avec. C'est pas les Lego qui te racontent tes histoires. Simplement, tu vas fabriquer des trucs avec, et avec ces décors, avec ces personnages, avec ces histoires, tu vas pouvoir te faire tout un jeu. Tu vas créer ton jeu à partir de la base qu'est le jouet. Ouais. Alors, moi, j'ai en tête la crise des années 90 et 2000, dont je parle dans l'article qui s'appelle
le système du jeu de rôle, ça s'appelle mon article. Il est dans le Maelstrom, il est sur Internet également, et où je parle du fait qu'à un moment donné, les bases de jeu de rôle, parce qu'elles pensaient que le jeu de rôle se réduisait à leur pratique du jeu de rôle, ne disaient plus comment jouer, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça que je veux dire quand il faudrait pas non plus se reposer entièrement sur le geste rôliste, parce que sinon ton jeu il sera pas accessible pour des gens qui ne connaissent pas du tout. Typiquement des gens qui sortent des jeux où les conseils pour le MJ c'est une bibliographie. Ouais, par exemple. Si ce n'est qu'une bibliographie, c'est pas très intéressant. Ce qu'on décrit. Ouais. Mais on est d'accord là-dessus. Simplement, si on cherche à aller sur les absolus, c'est évident que ça va trancher. On ne peut pas avoir que du geste, on ne peut pas avoir que des règles. Il faut avoir un mélange et il faut après placer le curseur là où tu es à l'aise pour placer le curseur. Il y a un grand intérêt à avoir des jeux qui sont focalisés sur les règles et sur la codification de la façon dont tu vas y jouer et qui sont hyper travaillés là-dessus. Et il y a un grand intérêt à avoir des jeux beaucoup plus lâches sur lesquels tu vas t'exprimer et jouer différemment. Pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Et je serais très malheureux qu'il n'y ait qu'un seul de ces types de jeux, parce que moi, la ligne éditoriale qu'on a sur les voix d'Altaride, c'est d'être des fabricants de rillettes absolus, c'est-à-dire de se dire que nous, on explore tout ce qu'on apprend sur les jeux très codifiés, forgiens, indépendants, alternatifs, quelle que soit la façon dont tu les appelles, et ramener ça dans des parties tradies, prendre des éléments que finalement j'appelle des gestes, les ramener dans nos pratiques habituelles et de voir ce qui se passe, et en pensant que ça nous permet d'améliorer. Pourquoi on peut le faire sans que le jeu derrière bug ? Parce que ces jeux sont suffisamment lâches, sont suffisamment larges. Parce que ces jeux sont des jouets. Voilà. Et parce qu'on peut derrière réussir à en faire quelque chose. Le voyage inverse, c'est exactement ce que plus fait difficile. La pratique que tu décris et la ligne éditoriale des voix d'Altaride, c'est exactement ce que fait LG. Exactement ce que fait LG. Mais c'est ce que fait tout le monde. Jérôme. C'est ce que fait tout le monde, même toi, Romaric. Bien sûr, c'est ce que fait tout le monde. C'est exactement ce que tu fais quand tu conseilles d'utiliser certains gestes pour sens. Je vais citer dès la saison 1 ou la saison 2 de la cellule. Tu disais... j'ai toujours dit que LG était mon guide spirituel. Hein. À l'encontre de ce qui... À l'époque, je crois que tu avais que Sens Renaissance qui était sorti, peut-être pas mort, mais à l'encontre de ce qui était écrit à l'heure dans les livres, tu déclarais dans un podcast saison 1 ou 2 que toi, en vrai, tu appliquais la règle du joueur qui décrit ses réussites. Si le joueur ou la joueuse réussit son action, on va le laisser raconter parce que c'est quand même plus cool que le MJ qui raconte tout. Et ça allait à l'encontre de ce que tu décrivais déjà dans les règles du jeu. Donc tu conseillais déjà d'employer une technique nouvelle, ou pas, enfin un geste en particulier, et de l'appliquer au jeu. Je suis pas d'accord avec toi pour dire que ça allait à l'encontre de ce qu'il y avait écrit dans les règles du jeu. Pourtant, dans le jeu, le monde extérieur, c'est bel et bien l'apanage du MJ. Oui, mais dans ce sens, le joueur dit « je veux faire ceci ». Et le MJ dit juste, tu le fais. Donc, c'est à partir du moment où tu le fais ou tu le fais pas. Mais tu vois ce que je veux dire ? Il l'a décrit puisqu'il a dit ce qu'il voulait faire. Ouais, enfin bon. Ouais, non, mais si. Là, je parle de la conséquence du coup d'épée, par exemple. J'ai très bien compris ton point. Et encore une fois, je ne m'en suis pas caché. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, je veux dire, on le fait tous tout le temps, ça, en fait. C'est pas LG, c'est pas les voix d'Altaride. On le fait tous, qu'on le veuille ou pas, inconsciemment. Ouais. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas que des gens comme Fabien et Frédéric ils soient dans cette démarche-là. Non, ils sont pas dans cette démarche-là. Et c'est très bien qu'ils soient pas dans cette démarche-là parce qu'on a besoin aussi de gens qui vont chercher ça. Ouais. Et tiens, tu disais tout à l'heure, on parlait justement. Pas du tout. Il y a un certain nombre de joueurs, notamment Valentin, qui s'exprimait sur les ateliers imaginaires. Et Valentin Touzeau. Valentin Touzeau. Qui a parlé à la cellule ou pas ? Je ne sais plus s'il était déjà présent. Non, je crois pas. Pas encore, non, ok. Non, pas encore. Peut-être qu'il viendra. Oh oui, je pense qu'il viendra un de ces quatre. Et qui est un peu à l'origine. On a plein d'affinités avec Valentin. Sa philosophie analytique. Voilà. Et Valentin, lui, qu'est-ce qu'il cherche dans un jeu ? Il cherche dans un jeu quelque chose qui va être... Alors, je parle de ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit. Il va chercher un jeu pour lequel il va se mettre les pieds sous la table, qu'il soit participant, joueur, MJ, que ce soit. Il va se mettre les pieds sous la table et le jeu va fonctionner. Il ne veut pas apporter sa propre pratique, il veut que le jeu lui dise tout et que ça fonctionne direct. Ouais. Et c'est son idéal, c'est ce qu'il recherche. En tout cas, dans nos discussions, c'est ce que j'ai compris qu'il recherchait. C'est cool. Et je trouve ça super. Voilà, c'est pas ma démarche à moi, c'est pas ce que je cherche, mais je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui cherchent ça. Ouais, bien sûr. Pour moi, justement, des gens comme Fabien et Frédéric sont plus dans cette démarche-là. Sauf qu'attention,
ils mettent pas les pieds sous la table non plus. Là, je parle à leur place, donc c'est pas parce qu'ils veulent quand même être créatifs et ils insistent souvent là-dessus, notamment dans la discussion sur le vide fertile où ils insistent vraiment sur le fait qu'ils attendent d'un jeu qu'il les rende plus créatifs. Donc, c'est pas non plus les pieds sous la table. Est-ce que quand tu mets les pieds sous la table, ça veut pas dire que tu te libères l'esprit pour être créatif pendant la partie? Bien sûr. Non, oui, bien sûr que si. Mais voilà. Mais je pense qu'ils sont pas dans la démarche eux de renforcer leur jeu de rôle traditionnel. Et c'est pour ça que moi je dis quand même là je réponds à Jérôme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quand même LG, moi et le podcast d'Altaride, on est dans une démarche un peu similaire dans la mesure où nous ce qu'on cherche à faire c'est quand même améliorer les joueurs. D'accord. Alors qu'il y a d'autres gens, ce sont des expérimentateurs purs et durs. Et ils sont justement, chaque jeu pour eux est un nouveau jeu de rôle en oui, non mais je veux dire que moi Vademecum c'est juste un sens amélioré. Je pense que pour la plupart des gens, c'est ce qu'on disait, on a eu une discussion encore ce matin, c'était toi Julien qui disait ça il me semble, la plupart des gens jouent encore aux deux en fait. Ouais. Il n'y a pas de gens qui ne jouent que à des jeux expérimentaux et pas du tout au traditionnel. La majorité. Il y en a de plus en plus je trouve. Oui il y en a mais... Des gens qui ont vraiment cessé de jouer au traditionnel complètement. Ou qui n'ont jamais essayé les jeux différents. Jamais essayé, exactement. Alors j'avais un dernier truc. Je t'en prie. Attaque. J'ai l'impression que les réflexions autour du geste rôliste viennent d'une idée que de l'auteur, un concept dont on parle souvent à la cellule, c'est l'auteur tyrannique. C'est-à-dire qu'il y a dans certains jeux de rôle ou dans certains types de jeux des auteurs qui codifient à tel point les pratiques de leurs participants qu'ils les empêchent quelque part de faire autre chose que ce que le jeu a prévu pour eux. C'est le cas par exemple dans j'aime pas Poltergeist. Les machines à saucisses. Poltergeist, c'est... J'aime pas le terme, c'est horrible. Le hack de Apocalypse World fait par Baker lui-même. Poltergeist en français, Murderous Ghost en VO. C'est une simulation de couloir, littéralement, inspiré des livres dont vous êtes le héros. C'est ça, t'as 2 bouquins, un pour chaque participant. Ouais. Moi j'adore le jeu, vraiment c'est très rigolo, c'est très fun, on le joue vraiment, c'est un peu comme les jeux vidéo Slenderman quoi, dans l'esprit. Ou Parcelly Game, tu sais, ce jeu vidéo, jeu textuel. Ouais, non, là c'est vraiment plus du jeu de rôle que Parcelly Game quoi. D'accord, ok. Là c'est vraiment mais c'est tellement codifié, c'est le système d'Apocalypse World hein. Baker a voulu le hacker pour montrer ce que c'était qu'un hack velu de son système. D'ailleurs enfin voilà. Hack velu. Oui, non mais il a voulu faire en mode voilà, vous faites des hacks en inventant des nouvelles classes pour Apocalypse, pour d'autres jeux ou d'autres univers. Moi quand je hack Apocalypse World, ça donne ça quoi. Et il sort un espèce de truc où on ne peut faire vraiment que ça, explorer un égout, grosso modo, ou un souterrain, avec un truc qui nous poursuit, c'est tout. On ne fait que ça. Pour répondre à ta question... On a bien senti à un moment donné... Il y a, si tu veux, qu'est-ce qui va te motiver à te bouger et à poser des réflexions sur le papier et à formaliser tes réflexions? L'importance que tu y apportes, les coups de pied que tu prends pour te mettre en avant, et ce qui va éventuellement te révolter, t'agacer, etc. Est-ce que le fait de penser qu'il y a certains auteurs qui ont été présentés comme ça et qui se comportent comme ça et qu'on encense pour se comporter comme ça m'a poussé à ça? Probablement. Est-ce que je pense que c'est grave qu'ils le fassent? Non, pas du tout. La diversité est importante ici. Mais est-ce que l'auteur tyrannique me révolte? Je pense que le MJ tyrannique m'a révolté, oui, voilà. Et qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que du MJ tyrannique, on l'avait viré, parce que on l'a bien cadré maintenant, et puis paf, c'est passé à l'auteur tyrannique. Est-ce qu'il existe vraiment cet auteur tyrannique? Non, il n'existe pas parce que tu fais ce que tu veux du bouquin que t'as dans les mains. C'est ça. C'est-à-dire que moi, souvent, on m'a fait passer pour un auteur tyrannique parce que, notamment dans les conférences au Stunfest et tout ça, j'insistais sur les règles, et je me faisais bâcher par Sébastien Sellerin qui faisait bien rire la salle parce que justement, j'insistais sur les règles jusqu'à la caricature presque, à ma propre caricature presque. Et en fait, le truc c'est que moi, ce que je voulais dire juste, c'est mettez la façon de jouer à vos jeux dans vos jeux, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire apprenez à un débutant à maîtriser votre geste ou apprenez-lui au moins un geste si vous voilà. Écoutez-les quand on vient vous parler de l'auteur tyrannique n'existe pas mais l'auteur tyrannique existe peut-être. Est-ce que c'est plus répréhensible que l'auteur indifférent? Voilà, c'est ça. Ok, il existe. Moi, ce que je pourrais dire à des potentiels auteurs tyranniques, c'est essayer de penser à votre public, essayez de penser aux gens
pour qui vous écrivez les jeux et de pas rester complètement enfermé dans votre vision. Mais je peux dire la même chose aux indifférents en leur disant, les gars, il faut vous mouiller un peu là. Hein, c'est bien de dire que ce que vous voulez proposer, en fait, c'est un jouet pour que les gens s'expriment avec, mais ce serait pas mal que vous nous expliquiez comment vous y jouez. Voilà. D'accord. Donc, moi, mon point de vue, je pense que c'est ça. Voilà. Merci, Julien, d'être venu. Mathieu, excuse-moi, t'avais pas de question. Bon, ouais. T'as été notre premier auditeur, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Non, mais j'étais plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Donc, effectivement, j'avais pas grand-chose de plus à rajouter. Merci pour la discussion. Ouais. Merci, Julien, d'être venu nous présenter comme ça tes concepts. J'aime beaucoup, moi, inviter comme ça des gens qui parlent autrement, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup l'habitude de parler avec Fred, avec Fabien, avec Christophe, avec évidemment tous les podcasteurs de la cellule, et puis comme ça on a un petit peu notre vocabulaire, notre jargon, puis inviter quelqu'un qui a peut-être d'autres manières de parler des choses, c'est toujours intéressant, et puis on se rend compte en fait qu'il y a des concepts ponts, que c'est pas si différent que ça, que les soi-disant querelles de chapelle n'en sont pas, et ça c'est toujours très intéressant. C'est ce que je disais hier soir, moi j'ai l'impression qu'avec des mots différents, en fait tout le monde fait la même chose. Oui, tout le monde essaye de dire la même chose. Moi vraiment inventer des concepts jargonnés, machin. Toutes les critiques que chaque personne fait à une autre, en fait, elle les fait elle-même. Et que ce soit nous, les autres, en fait, tout le monde fait les mêmes erreurs. On est tous dans le même bateau là-dessus, à tâtonner. Exactement. Et on reconnaît qu'on est tous dans le même bateau et qu'on est tous à tâtonner, tu vois, quelque part. Moi, je reconnais que je suis comme Julien. Quand j'invente le Maelstrom et le contenu fictionnel, j'attends des autres de discuter avec eux, Voilà, j'attends que... La confrontation des idées, une fois qu'on s'est un petit peu synchronisé sur le vocabulaire, est aussi très importante parce qu'elle va nous permettre à chacun d'avancer, que ce soit en accord, en réaction à ce qui est dit. Ouais. Et ça, c'est un vrai moteur. Et puis il y a des désaccords profonds. Il y a aussi les désaccords profonds, il n'y a pas de souci. Et par exemple, pour reparler de Frédéric et Fabien qui ont quand même fait avancer beaucoup les choses, s'ils trouvaient que j'ai raconté n'importe quoi, ça ne me choque absolument pas et ça ne me dérange absolument pas, tu vois. Ouais. Ou que mon point de vue est complètement à l'encontre de ce pourquoi ils ont écrit, par exemple. C'est pas grave. Alors moi, voilà. Je le pense pas bien. Je le pense pas parce que avec Frédéric, quand on avait discuté au début, on avait l'air d'être très en opposition, et puis quand on avait éclairci le sujet, ça avait l'air de plutôt coller, quoi. Ouais, on parlait pas exactement de la même chose, donc forcément on se comprenait pas, quoi. C'est juste en fait le temps de trouver ce qu'on appelle les concepts ponts. C'est-à-dire des concepts qui nous permettent en fait dans la discussion des points communs, des structures communes qui nous permettent d'avancer, de comprendre. Et en fait, c'est de trouver l'accord. Donc merci Julien de nous avoir présenté tout ça. Moi, ça me fait cogiter, ça me fait réfléchir. Merci Jérôme, merci Mathieu. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien, c'est ça qui compte. Pratiquez bien, gestez bien. Allez, salut.